Bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue, monsieur et madame Tenji. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crit My Cult, et évidemment je suis toujours avec Maxime. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui au programme nous aurons les devoirs, on va vous parler de l'album d'Unlogix, mais aussi du jeu Immortality. Pour le dossier Crit, nous parlerons du nouveau film de Quentin Dupieux, Dali. Évidemment, il y aura encore et toujours le jeu, et cette fois-ci ce sera un Qui suis-je ? On aura aussi notre capsule de suivi, et comme la Star Academy, nous allons vous parler de 2 nouvelles émissions, suspense. Dans la rubrique Culture Culte, on va vous faire un top 5 des films de Quentin Dupieux, et comme toujours, on finira avec les fameuses recommandations. Bah voilà Maxime, la messe est dite, et maintenant on va pouvoir commencer. Bienvenue sur Crit My Cult. This morning, you've got time for a hot home-cooked breakfast. Pierre remplit la baignoire un tiers fois moins que Jean. Combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé ? Allez, on reprend. Broderie, ut majeur. Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo, car cette année on va étudier Tintin. Mais oui, j'ai fait mes devoirs, oui. Et donc pour commencer cet épisode, c'est le retour des devoirs. La semaine dernière, Maxime m'a demandé, gentiment, d'écouter l'album de l'artiste Unlogix, et du coup, je l'ai fait. Et Maxime, est-ce que tu penses que j'ai aimé cet album d'Unlogix ? Alors, je ne sais pas trop pour le coup, parce que c'est vrai que je sais que tu peux aller voir de la psytrance en live, mais que t'en écoutes pas particulièrement. Et c'est purement un album de psytrance, de prog même pour être plus précis. Donc est-ce que t'as réussi à être emballé par le genre en l'écoutant posément chez toi ? Je ne sais pas trop. Donc je botte en touche, je t'avoue, car j'ai bien aucune idée de ce que t'as pensé de l'album. Je pense que t'as quand même eu une appréciation positive de l'album tout de même. Ok, très bien. Du coup, je vais te raconter tout ça, quelle a été mon expérience à l'écoute de cet album qui s'appelle du coup Infinite Universe. Alors déjà, faut savoir, comme tu le dis, j'écoute surtout de la psytrance en live, mais c'est rare que je m'arrête sur un album. Mon expertise s'arrête à Infected Mushroom, donc pas grand-chose, on va dire, vraiment la surface du genre, en termes d'album, encore une fois. Donc j'étais déjà très curieux de m'y plonger. On va dire que au début, j'ai pas vraiment été très surpris, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'écouter ce que j'écoute en live, donc on retrouve évidemment le côté planant, une atmosphère d'évasion qui est vraiment propre au genre. Mais dès l'intro et aussi sur le deuxième titre, il y avait un côté intéressant que je trouvais, c'est qu'on a un piano très pur, qui ajoute une douceur que j'ai pas l'habitude d'entendre, moi, personnellement, quand je vais voir de la psytrance en live. Donc ça m'a bien surpris, je me suis même demandé est-ce que ça va vraiment durer, etc. Donc spoiler, non, ça ne dure pas. C'est que sur les 2 premiers morceaux, et un autre morceau, mais j'y reviendrai. Donc après ces 2 morceaux, justement, on a le morceau Odyssée qui débarque, où là, ça y est, l'univers s'assombrit un petit peu, on rentre dans quelque chose de plus mystique, avec ses vocaux très découpés. Et donc en fait, au fur et à mesure de l'album, là on arrive vraiment au son que je connais bien, qui est ce que j'écoute et ce que j'aime quand je vais dans les soirées psytrance, c'est-à-dire des beats qui tabassent, et en même temps des mélodies et des nappes de son qui font vraiment voyager, quoi, que ton esprit il part totalement ailleurs. Et c'est ça que j'adore, et je trouve que ça trouve son paroxysme limite au milieu de l'album, avec le morceau Nebula, que j'ai adoré les sonorités de ce morceau. C'est marrant, c'est le plus tranquille en plus. Nebula. Ouais, il y a un côté tranquille, mais... Comment dire, en fait, le côté tranquille, c'est tout ce qui a trait aux sonorités planantes, mais je trouve que le beat est quand même bien... qui tabasse bien et tout. C'est l'avantage du sous-genre en question, c'est-à-dire de la prog, c'est-à-dire qu'on va moins avoir le côté galopant de la psytrance, mais on va plus du coup insister sur des kicks et des basses qui sont bien rondes et plus marquées. Et du coup, c'est plus facile de faire des sons tranquilles avec ce genre-là. On va dire tranquille en termes de rythmique et en termes de mélodie, mais ça va pas empêcher justement un kick avec beaucoup de basse qui est bien fort, qui est limite violent en fait, mais qui est juste emballé avec énormément de douceur.
Bah, c'est vraiment du pur ressenti, tu vois. Nebula, ça a été vraiment du pur ressenti, c'est-à-dire que quand je l'écoutais, bah, je me suis levé, j'ai dansé. Dès que la chanson s'est arrêtée, je me suis rassis, quoi. Genre, vraiment, ça m'a juste pris. Ça t'a... Ouais, voilà, ça m'a focus d'un coup. Même s'il y a d'autres morceaux que j'ai kiffé autour, hein, notamment le morceau même... Non, 2 morceaux plus tard, il y a Solar Wind, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et Odyssey, dont je vous ai parlé, qui est le premier morceau où on part dans le ouais, mysticisme, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, t'as vraiment aimé le plus calme de l'album, finalement, parce que même Solar Wind, qui a vraiment ce côté basse bien ronde, et a même un côté, je trouve, poétique, au bout d'un moment. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, même si, au final, pour moi, les plus douces de l'album sont les 2 premières, finalement. Aussi, je trouve. ouais, mais en fait, je trouve que c'est un album, effectivement, qui part jamais dans la violence. Donc que ce soit, comme tu dis, le piano du début, des sons plus tranquilles rythmiquement, ou alors avec des mélodies et des effets qui vont vraiment être très oniriques. Unlogix, je trouve que dans cet album, va toujours essayer de trouver la douceur quelque part, et jamais d'arriver à te tabasser. Parce que c'est vrai que la psytrance, au vu de ses codes, c'est très facile de tabasser. Surtout que très souvent, bah, juste le kick suffit à te tabasser et t'as pas besoin d'en faire trop non plus. Et j'ai bien aimé du coup qu'ils partent pas là-dedans et qui dosent quand même un peu ce côté de non, on va toujours rechercher la douceur, la poésie. Et c'est vrai que ça, c'est très fort. Ouais, et puis bah en fait, t'as bien fait de dire que Solar Wind était en effet un retour un peu au calme parce que j'avais oublié, mais c'est du coup ce que j'ai marqué, c'est le seul morceau où il y a du piano qui revient, ensuite sur tout l'album. Ensuite, du coup, j'avoue que je me perds un tout petit peu dans les 2 derniers morceaux avant l'outro, parce que je commence à voir venir la redondance. Et donc, comme c'est des albums quand même qui sont longs, parce que c'est des morceaux longs, évidemment, dans la psytrance. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de tracks, mais l'album dure quand même 1h10, 1h08, un truc comme ça. Exactement. Et bah, du coup, j'ai à ce moment-là eu une petite perte d'attention, jusqu'à l'outro, qui est du coup Wonderful Earth, et qui choisit de faire de l'orchestral. Un pur orchestral, le morceau le plus court de l'album, qui fait à peu près 3 minutes. Qui est, oui, une sorte de musique de film, comme ça, pour finir dans une espèce d'apothéose et en même temps te faire ratterrir un peu de toutes ces basses qui sont entrées dans ta tête. Et j'ai trouvé ça très malin parce que du coup on a une vraie structure d'album, une intro qui t'amène en douceur, ensuite on rentre plus dans le mysticisme et vraiment l'album commence à venir te tabasser, et ensuite on redescend tranquille et vraiment avec cette outro qui est vraiment douce pour le coup, il n'y a pas de basse, il n'y a rien, c'est vraiment du pur orchestral. Bah globalement moi j'ai beaucoup aimé l'album en vrai. Voilà, de temps en temps avoir un album qui sort de sa zone de confort à écouter, ça fait vraiment du bien et ça permet de découvrir des artistes parce que je ne connaissais pas Unlogix, donc ça fait plaisir. Ok, moi je vais quand même un peu présenter Unlogix. Vas-y. C'est simple, hein, c'est un artiste français qui est présent sur la scène psytrance depuis déjà quelques années. Moi je l'ai vu plusieurs fois en concert. Moi du coup qui l'écoute depuis quand même déjà au moins 5-6 ans je dirais, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a évolué. Parce que justement au début il avait tendance à moins aller chercher cette douceur. Alors ça n'a jamais été un mec qui tabassait et qui allait chercher, voilà. Mais c'est un mec qui recherchait vraiment le kick bien groovy, bien dansant, le truc qui te lève de ta chaise justement. Et du coup je trouve ça intéressant que tu te sois levé de ta chaise sur un son calme et un son assez doux. Parce que on va contrebalancer quand même un peu. Y a quand même des sons comme Lunar Eclipse ou comme Black Hole qui arrivent eux aussi au milieu de l'album, où là on est vraiment là pour danser. Moi, le Lunar Eclipse, qui est la 4e track, j'ai quand même marqué gros turn-up, quoi. En plus, c'est en featuring avec Neyam, qui est aussi un artiste... c'est un artiste du Hadra, qui est un grand festival de psytrance en France. Et c'est vrai que l'alchimie entre les deux fonctionne vraiment, quoi. Donc c'est un featuring, c'est juste une track, mais du coup on retrouve l'énergie qu'on peut avoir sur un B2B. C'est deux DJ qui se connaissent bien, qui mixent ensemble, où il y a le côté au bout d'un moment où l'alchimie se crée, où il y a quelque chose de fou parce que chacun va envoyer une track un peu plus lourde que l'autre, et là je trouve qu'ils ont réussi à créer cette alchimie sur un seul son. Et aussi du coup Black Hole, qui est en featuring avec LZN, un autre artiste de psytrance. On est sur une espèce de grosse prog hyper hypnotique, un peu sombre, et qui fonctionne très très bien, quoi. Donc c'est marrant que finalement, pour les parties les plus violentes, il ait été les chercher en featuring avec d'autres artistes. Mais c'est comme si c'était gardé une ligne directrice pour lui-même et que les featuring permettent justement ces sorties de route un peu plus vraiment dance floor, en fait, tout simplement. Et il y a aussi, moi j'ai trouvé la track 8 qui s'appelle Lost in Space, qui est un peu unique dans l'album, parce que là on tente un peu du uplifting, et là Lost in Space, moi du coup c'est celle qui m'a le plus surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il aille autant dans l'uplifting. Il tente un peu quelque chose de nouveau,
Et du coup, je suis d'accord que quand Another Dimension arrive, donc la track d'après, la track 9, sur cette track-là, il ne fait rien de nouveau par rapport aux tracks qu'il a fait avant. Donc du coup, c'est vrai que quand on envisage l'album track par track, il peut avoir aussi ce côté redondant dont tu parlais, mais moi je trouve que ça fonctionne parce que dans la continuité de l'album, on a un peu une conclusion de tout ce qu'on a vu auparavant, et la 10e track, donc la dernière avant la outro, fonctionne aussi de cette manière. Ça fait vraiment les tracks de fin de set en fait finalement. On atterrit doucement, pas de surprise, on reprend un peu tout ce qu'a fait l'album pour te rester dans l'ambiance, et justement en parlant d'ambiance, moi je trouve que c'est la force principale de cet album, c'est que c'est vraiment un album qui te met dans un petit mood, et pour lequel tu voyages en fait. Et il y a un monde, parce que l'album s'appelle Infinite Universe, on peut remarquer que toutes les tracks sont en rapport avec le voyage spatial. Donc Solar Wind, Lunar Eclipse, Lost in Space, Black Hole, et rien que en regardant le titre des tracks, on voit clairement la composition d'un voyage spatial, vu qu'on part d'une autre planète, et qu'on va traverser tous les dangers et les péripéties qui peuvent nous arriver dans l'espace pour atterrir sur Terre. Et maintenant, de ton côté, Benjamin, tu m'avais demandé de jouer au jeu Immortality lors de l'épisode précédent. Absolument. Je l'ai donc installé, et j'y ai donc joué. Mais avant tout ça, Benjamin, que penses-tu de ce que j'ai pensé de Immortality ? Et un peu comme toi, je suis un peu dans le flou où en fait j'ai tout misé sur le fait que tu es monteur et le jeu a une mécanique de monteur. Même si tu me dis j'ai vraiment détesté et tout, ça m'intéressait de te faire jouer à ça pour que tu vois le délire en fait du jeu. Pour ceux qui ne le savent pas dans nos auditeurs, tu n'aimes pas les jeux narratifs. Non. Et donc, de ce fait, forcément, ce jeu a un côté narratif, vu que, tu nous expliqueras le principe, mais plus ou moins, il faut monter, ou en tout cas visionner des rushs, des images. Donc, à voir quel penchant a pris le dessus sur l'autre. Mais ça, tu vas nous le dire, Maxime. Mais déjà, t'as bien fait, parce que c'était très bien joué de ta part de me donner ce devoir-là pour les deux raisons que t'as invoquées. Immortality, tu le lances. Et c'est le genre de jeu qui va t'expliquer les commandes, mais c'est pas pour autant que tu comprends ce que tu dois faire. Parce que, en gros, on va directement te mettre devant un écran où tu as une liste de tout un tas de rushs, donc tout un tas de vidéos. On va t'expliquer vite fait les commandes pour que tu puisses te balader un peu dans cette bibliothèque. Et après, on va te lancer une vidéo, qui est l'interview d'une actrice, qui a eu lieu fin des années 60, début des années 70, dans un late show américain. Et après, on t'abandonne. T'as les commandes, t'as une vidéo, c'est parti. Et du coup, tu retrouves ta bibliothèque, mais avec que 2 vidéos. Voilà. Et le jeu te dit quand même de reconstituer plusieurs vidéos, mais t'as pas plusieurs vidéos. Donc t'en as quand même une qui est dans ta bibliothèque, sur laquelle tu vas cliquer. C'est le tournage d'un film. C'est vraiment le rush d'un film, c'est-à-dire que tu vois le mec avec son clap. Et après, ça se termine et tu dis... D'accord, mais quoi ? Donc déjà, il y a ce côté, moi, qui m'a plu beaucoup, parce que j'adore ça dans un jeu vidéo, c'est ce côté où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on attend de moi ? Et du coup, tu te vas re-regarder la vidéo, vu que t'as eu les commandes, tu sais que tu peux rewind, avancer dans l'image, faire de l'image par image, donc voilà, et il y a un petit icône, qui est un œil. Et tu te rends compte que tu peux cliquer sur l'œil, et te balader dans l'image, et de temps en temps, il y a un œil qui va apparaître sur certains éléments du plan. Et à ce moment-là, tu vas cliquer dessus, et ça va te permettre de débloquer de nouvelles vidéos. Donc à partir de là, tu commences à comprendre le truc. Je pense que pour beaucoup de gens, le début de jeu a été hyper frénétique, dans le sens où tu cliques, nouvelle vidéo, tu cliques, nouvelle vidéo. Et qui ont rien à voir. C'est très compliqué, en tout cas au début du jeu, de comprendre le rapport, parfois, entre 2 vidéos que tu regardes, quoi. Justement, c'est là où j'ai quelque chose à en redire. Donc, tu comprends quand même, parce que de temps en temps, tu vas quand même te balader en récupérant des rushs du même film. Et au bout d'un moment... t'es projeté dans un autre film avec un autre ratio, un autre format, une autre imagerie, ou même parfois avec 20 ans d'écart. Et donc du coup, sur le moment, tu fais « qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et du coup, il y a vraiment un côté agréable dans le jeu à te dire, juste déjà à comprendre dans quoi tu te retrouves, en fait, tout simplement. Là où du coup, j'ai quand même un reproche à lui faire, c'est que c'est vrai que c'est une idée de gameplay intéressante. Le fait de se balader dans les vidéos, d'observer et tout, il y a ce côté un peu ARG où tu mènes ton enquête toi-même, où tu repères des trucs, où tu te fais des théories, ton enquête et tout. Mais justement, je trouve que c'est là où le jeu trouve aussi son principal défaut. C'est que moi, j'aime bien quand dans le gameplay d'un jeu, tout paraît diégétique et naturel. Par exemple, on parlait de Cocoon la semaine dernière, tout s'imbrique parfaitement dans le jeu et tout a une cohésion en fait dans le jeu. Que là, le fait de prendre un curseur, de cliquer sur un élément du décor pour débloquer une autre vidéo, ça ressemble à rien, fondamentalement. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah oui, mais c'est du point and click, c'est un format. Je sais. Mais du coup, j'aurais aimé une cohérence en fait narrative avec cette histoire d'œil, que ça corresponde à un véritable outil ou qu'on trouve une autre manière de l'expliciter. J'ai l'impression que le mec avait l'idée de son jeu vidéo et de la manière de débloquer les rushs, qu'il avait cette idée-là, mais du coup, moi, j'ai du mal à empacter le tout et j'ai du mal à le recevoir comme un tout, en fait. D'accord, ok. Tu vois, j'aurais limite préféré qu'on soit dans un vrai jeu de montage, parce qu'en fait, c'est même pas un jeu de montage, c'est un jeu de dérochage. Oui, voilà, c'est ça. Pour beaucoup de monteurs, le dérochage n'est pas non plus la partie la plus passionnante. Quand tu connais pas les rushs, ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est là l'intérêt. où le truc développe quand même quelque chose d'intéressant, c'est que tu cherches déjà comment relier les trucs. Puis du coup, le côté monteur, moi, m'a fait dire, ah mais moi, en fait, je veux rester sur ce film. Et du coup, dès que je débloquais un autre film, au bout d'un moment, j'ai dit, non mais je m'en fous, moi, je veux avoir tout sur ce film-là. Et commencer à reconstituer tout ce film-là. Et je trouve là qu'on trouve un deuxième défaut au jeu, c'est que du coup, tu te doutes bien qu'il y a un sens à tout ça et qu'il y a un mystère à résoudre et à détecter, mais pour commencer à effleurer et toucher du doigt ce mystère, c'est compliqué, en fait. C'est trop nébuleux, en fait, je trouve, comme jeu. C'est bien parce que c'est un mystère, donc voilà. Mais le mystère est pas assez explicite. Et d'une part, je trouve ça agréable qu'il soit implicite, mais c'est trop abusé, en fait, j'ai trouvé. Moi, c'est là où, du coup, ça m'a un peu perdu, où j'ai eu énormément de mal. D'accord. J'aimerais juste quand même qu'on te mette au moins un petit pied dedans, et que t'arrives à y faire ton chemin. Effectivement, une fois que t'es dans le truc, c'est bon, c'est parti, tu peux t'embrouiller, tu peux accepter de trouver, de pas trouver et autres, tu vois. Pourtant, tu vois, moi j'aime bien, par exemple, les open world, les jeux qui te laissent libre, qui t'expliquent rien, qui te laissent te démerder. Mais là, j'ai trouvé ça, encore une fois, trop nébuleux, trop cryptique. Et du coup, moi, il m'a manqué quand même un peu ce côté-là, où, justement, moi j'aime bien ne pas être pris par la main, mais quand même marcher sur un bout de chemin au début et me dire « Ah, ok, d'accord, ok, j'ai le truc, vas-y, c'est bon, lâche-moi et j'y vais. » Donc il m'a manqué ça, en fait, au début. Mais moi, j'aime bien justement être déboussolé. J'ai joué à tellement de jeux et de genres de jeux différents que quand on vient essayer de me déboussoler, c'est là que ça me prend. Okay. Là, l'erreur que j'ai peut-être faite en te proposant ce jeu, c'est que comme t'as peut-être moins de notions que moi sur des jeux tels que du point and click ou du FMV, comme t'as pas des bases de jeux de ce genre-là, quand on joue à ce genre de jeu-là, on connaît bien, et du coup, t'as peut-être été trop déboussolé pour justement ouais, je pense. aller plus loin, mais ce que je comprends totalement, mais c'est pas grave, parce que mon but, c'était aussi de te mettre dans cette situation, puis, finalement. Comme je t'ai dit, je compte le continuer après quand même. Ouais. C'est-à-dire que je réalise bien que je suis pas allé au bout du truc, et que, moi, il y a ce mystère des 20 ans d'écart entre les films qui m'intrigue réellement. Et à noter quand même la qualité principale du jeu, c'est cinématique. Ils sont tournés dans un style de l'époque, ça référence toujours à un style et une manière de faire de l'époque. C'est extrêmement crédible. Et ouais, il y a des plans, ils sont trop beaux. Il y a des fois, je m'arrêtais et je me dis, waouh. Ouais, non mais carrément. Et je pense que c'est l'occasion de parler quand même un peu de l'origine du jeu. Donc c'est un créateur qui s'appelle Sam Barlow qui a fait ce jeu et il fait que des jeux en FMV. Donc le principe, c'est d'avoir des images réelles, parce qu'on vous l'a pas dit, mais du coup, ces images de films, c'est bien des images filmées avec des acteurs. Et donc il a fait que des jeux comme ça en FMV où à chaque fois il poussait son délire un peu plus loin. Son premier jeu, par exemple, c'était un jeu qui s'appelait Her Story, où on avait une série d'interrogatoires d'une femme, et on devait trouver des choses par rapport à ces interrogatoires de cette femme. Ensuite, il a fait un deuxième jeu qui était un peu plus un jeu d'enquête, où on est sur un ordinateur, et il y a plein de trucs à aller chercher. C'était un jeu qui s'appelait Telling Lies. Et Immortality, il a poussé son délire surtout dans le fait de tourner. Parce que du coup, dans chaque jeu, il tourne des images. C'est un réalisateur aussi. Et du coup, là, il a poussé vraiment le truc où il voulait vraiment faire des images cinématographiques dans un jeu vidéo. Mais du coup, j'y pense, mais effectivement, je pense que c'est ça le truc. C'est peut-être un jeu qui est accessible finalement pour des gens qui ont l'habitude du point and click et du FMV. Voilà, c'est peut-être un peu trop loin comme introduction finalement. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est assez loin comme introduction pour briser mes codes et mes avis et me dire « Ah ok, ça veut dire que y a un monde finalement que je connaissais pas ». Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour autour de ce jeu. En tout cas, c'est une expérience à vivre, donc je vous le conseille. N'hésitez pas à aller tester Immortality de Sam Barlow et ces autres jeux si ce que j'en ai dit vous intéresse. Maintenant, on va passer aux devoirs qu'on se donne pour l'épisode suivant. Ouais. Et donc, je vais commencer. Maxime, pour l'épisode suivant, vu que tu m'as fait 2 épisodes sur de la musique, moi aussi, j'ai eu envie de te faire passer sur de la musique. Et tu vas écouter cette fameuse mixtape
incroyable qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Ah, quel titre! Eh oui, magnifique. Qui est faite par Chrono Music, Renard et Pandrez. Très bien, Benjamin. Tout à l'heure, on va vous parler de Dali, de Quentin Dupieux. C'est un film, du coup, où on a plusieurs acteurs qui incarnent un personnage qui a réellement existé. Donc, en l'occurrence, Dali. Quentin Dupieux n'est pas le premier à s'être essayé à l'exercice. Il y a d'abord le réalisateur Todd Haynes, qui a fait ça avec Bob Dylan. Bon, dans un style bien différent, mais je trouve ça intéressant que, vu que t'auras vu Dali, on le compare un peu à I'm Not There. Très bien. Et j'ai hâte de le voir. Et on se retrouve sur l'épisode suivant pour en débriefer. Mais maintenant, faisons un petit point sur les sorties. Je regarde les sorties de ce vendredi, je me dis y'a que nous qu'on peut rivaliser. C'est parti pour un florilège de sorties. Le 22 février, nous avons eu Avatar, le dernier maître de l'air en live action sur Netflix. On espère que ce sera mieux que le Shyamalan. Le 27 février, nous aurons la série Shogun sur Disney+. Le lendemain, le 28 février, évidemment, Dune 2. Encore le surlendemain, le 29 février, nous avons Final Fantasy VII Rebirth. Sur Netflix, on est gâté le 1er mars avec Spaceman ainsi que la série Fury. Le 6 mars, au cinéma, nous aurons La Salle des Profs, un film allemand, mais également le film Imaginary. Et le 8 mars, sur Netflix, nous aurons La Demoiselle et le Dragon, mais aussi l'album d'Ariana Grande, Eternal Sunshine. Qu'est-ce que c'est que cette matière? On va dire que c'est un petit peu expérimental, hein? Est-ce que c'est bon pour vous? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ah! Alors, on va essayer un nouveau petit concept pour vous parler de Dali. Au moment où on enregistre ce podcast, nous n'avons pas encore vu Dali. Nous allons aller le voir tout de suite après l'enregistrement de cette séquence. Et vous nous retrouverez après notre séance de ciné, et on va vous dire ce qu'on en a pensé. Et là, on va faire un peu comme les devoirs, on va essayer de pré-shot, de prévoir ce qu'on va en penser, et vous dire surtout ce qu'on en attend. Donc du coup, Benjamin, est-ce que tu penses que tu vas apprécier Dali, et qu'est-ce que t'attends réellement de ce film ? Alors, je vais essayer de faire court, surtout pour pas spoiler la suite de cette chronique, mais j'attends de lui un renouvellement. J'ai vu en Yannick la fin d'un cycle, et donc j'ai envie de voir est-ce qu'il va vraiment se renouveler avec Dali. Donc c'est surtout ça que j'en attends, et après, j'attends un Dupieux, donc être un peu déboussolé, mais aussi avoir rigolé, et avoir apprécié surtout l'univers qui était en face de mes petits yeux ébahis. Très bien. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi, j'ai vu Yannick comme la fin d'une ère, donc j'attends de Dali qu'il soit un peu le premier film de la nouvelle ère de Quentin Dupieux. Je parlais d'Im Not There tout à l'heure, qui est un film que j'adore. Moi, c'est un concept de biopic que je rêve de voir repris depuis que j'ai vu I'm Not There. Je me dis que c'est une super manière finalement de faire un biopic. Parce que plutôt que de nous vendre des biopics se disant réalistes, racontant réellement entre guillemets la vie de l'artiste, et en te présentant une histoire qui est probablement pas vraie, où on se retrouve avec un personnage qui a pas beaucoup de défauts et qui est un espèce de génie de ce monde, n'est-ce pas Bohemian Rhapsody, n'est-ce pas One Love? Là c'est d'autres manières d'assumer la fiction et d'aller chercher plusieurs aspects et plusieurs facettes d'un personnage qui a réellement existé. Donc moi, il me tente déjà pour le concept, Dupieux ou pas Dupieux, et après, c'est comme toi, c'est un Dupieux, donc j'ai envie de rire, j'ai envie d'être décontenancé, j'ai envie de voir de l'absurde, et comme tout le monde, j'ai aussi envie de voir le casting à l'œuvre en train de jouer Dali. Je sais pas qui exactement dans le casting joue Dali et ne joue pas Dali, parce que je me suis pas spoilé sur le film. Pareil. Mais j'attends de voir toutes ces prestations, et surtout, comment il va agencer finalement ces différents acteurs qui jouent un seul et même personnage. Ok, très bien. Écoute, je te propose qu'on aille voir Dali dès maintenant. Eh bien, écoute, on se lève de nos chaises. Et vous nous retrouvez dès maintenant, finalement. Allez. Salut! À tout à l'heure. Eh bien, rebonjour, nous sommes revenus de Dali, hein, on peut pas vous faire une critique plus à chaud que ça, parce que, littéralement, on a enregistré la séquence, on est parti au ciné, on vient de revenir, on a même laissé tout notre setup de tournage
Tel quel. Donc voilà, là on fait vraiment une critique à chaud, ou plutôt même humide, parce qu'il pleut complètement et qu'on est trempé. Eh oui. Bon, alors on va être honnête avec vous, c'est un premier exercice pour nous que de vous proposer une critique vraiment à chaud. On a juste vite fait débriefer le temps de revenir du cinéma, mais sans plus. Voilà, c'est ça. Je sais même pas comment commencer, Benjamin. Qu'est-ce que t'as pensé de Dali ? Normalement, c'est ce qu'on fait, mais là... Écoute, commençons large et parlons, Dali, du coup, le dernier film de Quentin Dupieux, avec, par exemple, Jonathan Cohen, Édouard Baird, Anaïs de Moustier, évidemment, Pio Marmaille et plein d'autres. Gilles Lelouch. Ouais, Gilles Lelouch. Romain Duris. Aussi. Et Hakim Djemili. Hakim Djemili. Très grand rôle. Ah oui. Mais on vous spoil. Pardon. Et donc, du coup, c'est un film qui est fait sur Dali. Vous avez sûrement vu passer. En gros, Dali est joué par plusieurs acteurs dans le même film. Donc voilà, maintenant qu'on a posé la petite base, on va essayer de partir sur le film. Mais par où commencer ? C'est ça le plus compliqué, finalement. On va peut-être commencer à répondre aux attentes qu'on vient de poser, du coup, dans le podcast. On disait déjà qu'on s'attendait à le film de la nouvelle ère de Quentin Dupieux. Et absolument. Benjamin, est-ce que tu as eu cette sensation-là, toi ? C'est très compliqué à dire parce qu'en fait, d'une certaine manière, si on le compare à ces derniers films en date, on peut y voir une nouvelle ère, mais cette nouvelle ère passe aussi par le bilan d'un film comme Réalité. Comme dans Réalité, ce qu'on vous expliquera un peu plus tard dans le podcast, il y a différentes couches de réalité dans le film, dans Réalité. Et ici, dans Dali, il choisit également de nous montrer plusieurs couches de réalité, mais aussi par la temporalité. Ce que fait Réalité avec l'espace, c'est-à-dire il y a des espaces qui sont des fictions, toutes des fictions imbriquées entre elles, on va dire. Là, il le fait aussi avec le temps, avec des anachronismes, mais propres au film, en fait. Et des presque... J'oserais dire des paradoxes temporels. Bon, on n'est pas là-dedans avec Dupieux, mais voilà, on est un peu comme dans ce podcast-là, avec des réalités multiples, avec des moments de tournage qui n'ont pas lieu au même moment. Voilà, disons que ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs couches de narration dans le film qui s'entremêlent, mais qui créent du coup un côté complètement absurde et surréaliste. Parce que, justement, il y a toujours cet effet quand on découvre un Quentin Dupieux, qu'on apprécie le film ou non, on est décontenancé. Parce que à chaque fois qu'on va essayer de se raccrocher à quelque chose de rationnel et on va se dire « Ah, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est pour ça », et en fait, pas du tout. Juste après, et c'est là où on voit que Dupieux peut être très méthodique et c'est très très bien ce qu'il fait, il vient te poser un élément qui contredit complètement l'attachement rationnel que tu viens de te faire dans ta tête. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté où t'es perdu et que ton cerveau automatiquement cherche à faire des liens et à rendre le tout crédible d'une certaine manière, mais tu ne peux pas le faire. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir un Dupieux parce que t'es jamais prêt à savoir de quelle manière il va te décontenancer et il arrive toujours à le faire. Ouais. Et là, ça m'a encore fait cet effet-là. Globalement, on peut quand même dire que le film, on l'a adoré. Ah oui. Voilà, on attendait aussi de la comédie, on s'est franchement bien marré, il y avait d'ailleurs une belle énergie dans la salle. Et donc, il y a aussi, pour aller plus loin dans ce que tu disais et donner un exemple concret, ce qui est marrant, c'est que nous, on a déjà enregistré la partie que vous écouterez après, sur Dupieux en général, et là, on vous parle du coup après ça. Donc, je vous fais juste un tout petit topo là-dessus, c'est que Dupieux a une première période absurde, voilà, où il joue de l'absurde. Et en fait, dans cet absurde, c'est l'univers entier qui est absurde, donc les personnages ne se rendent pas compte que ce qui se passe à l'intérieur du film est absurde. Et donc là, au tout début du film, on a une scène absurde où le personnage va se rendre compte de l'absurdité de ce qui est en train de se passer. Et donc là, moi, je me suis dit tout de suite, ça va être ça la nouveauté, la nouvelle ère de Dupieux. On revient à l'absurde, mais cette fois-ci, les personnages s'en rendent compte. Et non. Parce que, après, l'absurde revient, mais les personnages sont OK avec ça, ils ne s'en rendent pas compte. Vraiment, la scène directement après, quoi. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a décontenancé, comme tu disais. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, il faut que je réfléchisse encore au film pour savoir vraiment si on est face à une nouvelle ère ou si on est face plutôt à un nouveau bilan de sa carrière et même des deux périodes majeures de sa carrière. C'est ça, c'est que le film, j'ai l'impression à la fois le bilan de la carrière complète, la fin d'une ère,
et le début d'une nouvelle ère. Donc, début d'une nouvelle ère ou pas, finalement, c'est peut-être pas ce film qui va nous permettre de le dire, parce que on va voir ce que sera le prochain film de Dupieux. En tout cas, là où le surréalisme chez Dupieux a toujours été un peu présent, là, il plonge en plein dedans. Et c'est peut-être la véritable nouveauté dans le cinéma de Dupieux avec ce film, c'est que là, on n'est plus dans l'absurde, on est dans le surréalisme. Donc on passe encore un nouveau cap, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est on sent un Dupieux qui maîtrise son art. C'est pareil, je vous spoil un peu la partie d'après, mais Dupieux, c'est quelqu'un qui sait apprendre de ses échecs et de ses réussites. C'est quelqu'un qui a un côté, il apprend de son propre cinéma, et il évolue tout le temps dans son cinéma vis-à-vis de ce qu'il a fait avant, parce que c'est un réalisateur expérimental, mais du coup il en fait quelque chose de cette expérimentation. C'est pas il enchaîne l'expérimental pour l'enchaîner, non. Il essaye, ça marche ou ça marche pas, si ça marche, il approfondit, si ça marche pas, il adapte. Et donc là, on le sent complètement à la maîtrise de son art, parce que c'est vrai qu'après Réalité avait déjà ce côté film-somme, et c'est vrai que je m'étais dit qu'il pouvait pas continuer dans cette voie-là. Et il l'a pas fait. Dali est un peu ce film qu'il aurait pu faire après Réalité, où il aurait continué dans cette voie-là, mais s'il l'avait fait à l'époque, il n'avait pas forcément la maturité, ou en tout cas l'expérience permise par tous les films de Haut Poste jusqu'à Yannick, qui lui ont permis d'atteindre un peu cette maestria, parce que du coup, c'est vrai que c'est un exercice de style complexe dans lequel il s'est lancé avec Dali, et c'est totalement réussi. Il n'y a pas de fausse note en termes d'exercice de style. Ouais, complètement. Et puis, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que il y a des éléments qui n'ont ni queue ni tête dans le film. Bon, c'est un peu sa doctrine, on vous en parle après. Mais je me demande, comme on parle là d'un personnage qui a existé, donc Salvador Dali, est-ce qu'il me manque pas, moi aussi, certains éléments pour comprendre certaines scènes qui me paraissent juste... qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois, genre, je pense par exemple à une certaine pluie, que je ne spoilerai pas, mais tu vois de quelle pluie je parle. Est-ce que c'est juste là comme ça ? Parce que clairement, il n'y a rien qui l'amène et il n'y a rien. Ou est-ce qu'il y a quand même un rapport avec, par exemple, un tableau de Dali, une parole de Dali, je ne sais pas, tu vois. Quelque chose qui me manquerait, en fait. Et je pense que c'est ça que je vais faire dès qu'on aura fini d'enregistrer ce podcast. C'est aussi me renseigner un peu sur Dali, sur ses œuvres, pour voir si il me manque peut-être des clés de compréhension de certains trucs, ou si justement on est sur le fameux No Reason de Quentin Dupieux. Je pense que c'est quelque chose d'entre les deux, parce que pour ma part, moi je connais quand même bien le travail de Dali auparavant. Je suis un grand fan de son musée en Espagne, et j'avais déjà été visiter plusieurs fois sa maison aussi, qui est devenue un lieu d'exposition, qui est plus ou moins d'ailleurs imité dans la maison dans laquelle habite Dali. Ok, d'accord. C'est pareil avec des murs blancs et tout, c'est pas cette maison-là, mais on est clairement dans un pastiche de sa maison. Ok. Et effectivement, c'est des détails en fait dans le plan qui vont faire référence à des œuvres de Dali, mais c'est là où Dupieux est très intelligent et on voit qu'il a bossé son sujet, c'est que c'est pas des références à ses œuvres les plus connues. Ok, oui. Mais j'ai capté 2-3 trucs, j'ai pas forcément vous spoiler, mais qui sont des références aux œuvres de Dali ou alors au style de Dali. Parce que le surréalisme, c'est un genre artistique, duquel Dali était un représentant en termes de surréalisme graphique, du coup, vu qu'il peignait. Et du coup, on va retrouver la manière dont Dali voit le genre du surréalisme, en quelque sorte. Parce que, par exemple, dans le surréalisme, il y a aussi, par exemple, Raymond Queneau. Et il y a aussi du surréalisme un peu à la Raymond Queneau, notamment dans la manière de faire le film. Je pense à le fameux Zazie dans le métro. Et je pense d'ailleurs que Dupieux doit être un grand fan de Queneau. S'il veut adapter exercice de style, c'est quand il veut. Oui, pourquoi pas. Mais du coup, on sent qu'il y a quand même un fan du surréalisme et du courant surréalisme qui fait un film en hommage aussi à cet art-là. On parlait aussi du coup de films de genre. Enfin, on va vous parler de films de genre et du rapport que Dupieux entretient avec le film de genre. Là, le genre de Dali et le genre qu'il a exploré, c'est le genre surréaliste. Donc du coup, on reprend des manières de penser le surréalisme comme Dali, donc sans y faire référence directement, c'est des trucs que Dali aurait pu faire, ou en tout cas que Dupieux interprète comme ce que Dali aurait pu faire. Ouais. Je pense par exemple, au bout d'un moment, il y a une espèce d'ours empaillé qui tient des paniers et tout, et qui fait quelque chose qu'un ours ne fait pas, un peu... Voilà. Et ça, c'est tout début du film, et moi je me rappelle quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, c'est pas du Dali,
mais ça peut faire du Dali. Ok, d'accord. En tout cas, voilà, j'ai hâte de pouvoir me renseigner plus pour vraiment continuer mon exploration de l'œuvre, parce que là, voilà, comme on vous a dit, on est à chaud. Bah, c'est ça qui est passionnant aussi avec un film de Quentin Dupieux, c'est que dès que je sors d'un Quentin Dupieux, j'ai qu'une seule envie, c'est de le revoir pour voir plus. Vous voyez, c'est comme une peinture de Dali. Tu as la première couche, où tu vas découvrir des choses, la surface, et après tu vas creuser et découvrir les sous-couches. Mais surtout alors ça c'est la manière d'appréhender l'art de Dali. Moi ce que j'aime bien c'est quand tu découvres une œuvre de Dali, il y a toujours le côté de tape à l'œil, où tu vas te dire « Ah waouh, je suis en train de regarder ça, c'est marrant, c'est rigolo ». Et après, tu vas relier les éléments. Et dans une peinture, tu peux faire ça en un seul temps, on va dire. Ouais. Un film, faut le revoir en fait pour ça. C'est ça, exactement. On dit toujours que voir c'est revoir, avec Dupieux c'est encore plus vrai. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que j'ai hâte déjà Oui, de le revoir finalement. Quand tu revois un Dupieux, tu n'es plus décontenancé parce que tu sais exactement dans quoi il t'emmène. Donc du coup, t'as plus ton cerveau qui calcule et qui se raccroche à ces trucs réalistes et qui veut s'ancrer quelque part. Tu te laisses plus porter par l'œuvre une fois que tu revois un Dupieux aussi, je trouve. Bah écoutez, voilà, je pense que, encore une fois, vu qu'on est à chaud, on a du mal à voir comment vous en dire plus. Tout ce qu'on veut surtout, c'est que vous ayez envie de le voir. La rubrique qui arrive, j'espère qu'on va vous donner envie de voir l'œuvre de Dupieux. C'est ça, de découvrir un peu de tous ces films. On va vous parler un peu de chacun. Donc voilà, n'hésitez pas surtout s'il y en a un qui vous a tenté de foncer dessus. J'ai très hâte de voir la suite. J'ai très hâte de revoir Dali. Et j'ai encore plus hâte de revoir ces films maintenant que Dali me donne de nouvelles clés d'analyse pour Quentin Dupieux. Maintenant, on va jouer un peu, et on va bien s'amuser surtout. Bonsoir. On va jouer à un jeu. Ready? Go! Et nous voici de retour pour jouer, et cette fois-ci, ce sera le Qui suis-je ? Mais attention, un petit Qui suis-je spécial série. Donc évidemment, je vais avoir une série dans la tête, Maxime va me poser des questions, et en fonction de mes réponses, il va essayer de deviner quelle série j'ai dans la tête. C'est un peu comme le jeu du post-it, mais c'est pas très podcast, le jeu du post-it, donc c'est un Qui suis-je ? Voilà, exactement. Et donc on va pouvoir démarrer sans plus attendre. Maxime, tu veux démarrer, je démarre, qu'est-ce qu'on fait ? Comme tu veux, si tu veux, on peut faire pierre-feuille-ciseaux, mais c'est pareil, c'est pas très podcast, un pierre-feuille-ciseaux. Attention, pierre, feuille, ciseaux. Ciseaux. Ouais, j'ai gagné. Allez, je t'ai niqué. Mais vas-y, on a fait tous les deux ciseaux. Ah bah ouais, mais le public est même pas personne tellement ne voit. Non, j'ai gagné, vraiment. Commence, écoute. Hein. Ouais, bah, je commence à avoir le truc dans la tête et tu me poses des questions. Ah bah super, en plus tu prends le bon rôle. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que c'est une série télé ? Bah ouais. Ah bah oui, je suis bête. Évidemment. Est-ce que c'est une série télé américaine ? Non. Française ? Non. Japonaise ? Non. Britannique ? Non. Hein ? Européenne ? Oui. Espagnole ? Non. Italie ? Non. Allemagne ? Oui. Berlin ? Non. Bon, y a quoi en série allemande ? T'as cherché quoi ? Une série bah, j'ai allemande. envie que ce soit un petit peu challengeant, bah oui. que ce soit bah sympa. Oui. Est-ce que c'est une série allemande qui passait sur France 2 ? Non. Est-ce que c'est une série policière ? Non. Alors, série allemande pas policière, tu m'en enlèves tellement, mec. Bah ouais, je sais. Non, mais j'ai décidé d'être vicieux dès le début, comme ça c'est fait. Ah ouais, donc comme ça c'est fait, on en tu parle. triches au pierre-feuille-ciseaux, Ouais. tu décides de prendre le bon rôle, Ouais. t'es vicieux dès le début, et ben je quitte le podcast. Ah, enfin, j'ai toute la place. Attends qu'il se barre. C'est bon, il s'est barré. Bon, je sais pas trop quoi faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Quelqu'un qui veut jouer avec moi ? Bon, allez, c'est parti. Ah, Maxime, tu m'avais manqué. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, une série allemande qui est pas une série policière, c'est une série de science-fiction. Oui, entre autres. Mais y a quoi en série allemande ? Alors, suite à un petit problème technique, nous reprenons ce tournage 3 heures après ce que vous venez d'entendre. Donc, bienvenue. Re-bienvenue, du coup, re-bonjour. Je sais pas, ça fait combien de fois qu'on dit bonjour dans cette émission. C'est ça. Année 2000 ? Non. 90 ? Non. 80 Non. 70 Non.
60 ? Non. 2010 ? Oui. Ah ouais. Une série des années 2010, allemande. Ok, c'est une série qui a fait le buzz... Oui. Ok, c'est une série de plateforme ? Oui. Dark ? Oui. Ça y est, Maxime, tu as fait le bon chemin pour t'y retrouver. Et promis, je me suis coupé le cerveau pendant ces 3 heures et j'ai pas réfléchi. Il n'y a pas eu de triche. Ouais, on y croit, Maxime, on y croit. En fait, on va être honnête à fond, hein, on a dû aller regarder The Voice. Voilà, c'est ça. Oh non, j'ai spoilé la capsule. Ah merde, non. Et je l'ai pas spoilé totalement parce qu'on va pas vous parler que de The Voice. Ouais, de Koh-Lanta. Ah non, il a spoilé la capsule. Merde. Bah Benjamin, à ton avis, à quelle série je pense ? Alors, est-ce que c'est une série américaine ? Oui. Est-ce que c'est une série de plateforme ? Non. Non. Est-ce que c'est une série des années 2000 ? Oui. Est-ce que c'est une série qui est devenue culte ? Oui. Est-ce que c'est Prison Break ? Pas du tout. Est-ce qu'elle a démarré dans la première moitié des années 2000 ou la deuxième moitié des années 2000 ? La première moitié. Est-ce que c'est une sitcom ? Non. Est-ce que c'est une série de genre, c'est-à-dire soit fantastique, horreur, science-fiction Non. C'est quand même un genre assez marqué, mais pas, on va pas appeler ça de genre, quoi. Ouais, voilà. Il y a un grand rôle principal ou c'est plus un groupe ? Les deux. Il y a un grand rôle principal, peut-être, oui. Il y en a un qui se dégage, quoi. Ah, oui. Est-ce que c'est une série qui est réputée pour être vraiment une grande série ? Oui. Le personnage, ce fameux personnage principal est un homme ou une femme ? C'est un homme. Donc la série est vraiment appréciée du début à la fin ? Non. Ah. Bon, je la connais évidemment. Oui. Est-ce que je l'ai regardée ? Non. Ah, ça c'est... c'est un détail important. Mais j'ai pas de doute que tu puisses deviner avec les éléments que je t'ai donnés. Oui, non, j'imagine. Le personnage principal était pas connu avant. L'acteur, tu veux dire ? Ouais. Un peu, quand même. Mais aujourd'hui, c'est ce rôle-là qui a marqué sa carrière. Il y a plus de 5 saisons ? Ah oui. Ah oui. Il y a plus de 10 saisons ? Non. C'est feuilletonnant ou standalone ? Feuilletonnant. Ah, 24 ? Bah oui. Ouais, elle est réapparue, mais... comme un flash dans la nuit. En vrai, encore une fois, tout dépend des questions que tu poses, je pense. Américaine ? Oui. 2000 ? Non. 90 ? Non. Donc 2010 ? Non. Ah non, du coup 80. J'ai pas trop la notion, peut-être que oui, mais je dirais plus non. Donc en fait 80-90 quoi. Plus derrière. Un chouille Ah derrière. genre 70-80 ? Ouais, je crois. Ah ok, d'accord. Policier ? Non. Espionnage ? Non. SF ? Non. Horreur ? C'est anthologique, stand-alone, feuilleton ? Feuilleton. Le prisonnier ? Non. Donc c'est réaliste ? Oui. Ça se passe à l'époque contemporaine ? Oui. Ah merde. Dallas ? Non. C'est plus ou moins un soap ? Oui. C'est un soap ? Oui. Ah, les Feux de l'amour ? Oui. Bien joué. Ah ouais, j'avoue que l'année, j'avais pas trop. L'année, j'en ai aucune idée. Moi, je pense pas que ce soit 70 quand même, les Feux de l'amour. Oui, voilà. Je vais faire une petite vérif. J'avais quand même un petit doute, mais... Alors, il y a 12 500 épisodes, si tu veux savoir. Ouais, ça m'étonne pas. Eh bien joué, Benjamin, 1973. À quoi je pense, Benjamin ? Lis dans mon esprit. Année 2010 ? Non. Donc année 2000. Ouais. Quand je dis ça, on parle bien du début de la série. Elle peut très bien empiéter Oui. sur 2010 Bien pour sûr. sa suite. Bien sûr. Série américaine ? Non. Non. Série anglaise ? Non. Série canadienne ? Non. Série espagnole ? Non. Série française ? Bah oui. Ah oui, c'est bien Bah aussi. oui. C'est vrai. Ça fonctionne. Bon vieil hexagone. C'est vrai. Comédie ? Ouais. Ouais, comédie. Du genre ? Ouais. Ouais, du genre. Famille Astier ?
Oui. Ouais, Famille Asti. Bon, je suppose que t'as pas été sur l'évidence, donc je vais dire HeroCorp. Bien joué, Benjamin. Et bah sache que c'est celui que je voulais te faire après, donc laisse-moi réfléchir 2 minutes. Voilà. Français? Ouais. Comédie? Fais chier que t'es direct comme ça. Oui. H. Non. J'ai tenté un... Ouais, non, mais t'as raison. Shortcom? Ouais. Est-ce que c'était diffusé sur une chaîne hertzienne? Enfin, une chaîne plus gratuite. Je crois que oui. Ok. Année 2000? Oui. C'est très connu? Oui. Ok. Canal? C'est difficile en fait, j'avoue, très connu ou pas. Pour nous, c'est très connu. Canal? Non. C'est du live action? Non. C'est du dessin animé? Ouais. Avez-vous déjà vu? Ouais. Bonne réponse. Waouh. Série américaine? Non. Série anglaise? Non. Série française? Non. Série allemande? Non. Série espagnole? Non. Série canadienne? Oui. Ah, ça m'emmerde. Scrubs? Non. Je sais... Sache tout de suite, immédiatement, que je ne saurais absolument pas faire la différence entre une série canadienne d'une série américaine. Si. Donc je vais te dire plein de conneries. Voilà. Mais... South Park? Non. Mais si je l'ai pris, c'est que tu peux... Je peux. Tu peux. La nuit de Gaudreau, mes couilles de Dolan. Non. Est-ce que c'est une série de Dolan? Non. Bon bah non, je peux pas alors. Euphoria? Non. Parce que Drake est à la production, c'est un Canadien. Ah ouais, Drake est canadien? Ouais, Toronto. Toronto? Une série canadienne, eh bah mon vieux. Bon, année 2000? Ouais. Ouais. Plus de 5 saisons? Non. Plus de 3 saisons? 3. 3 saisons. Une série canadienne de 3 saisons que j'ai vue? Je pense que t'as déjà vu quelques épisodes, oui, tu l'as pas regardé complètement, tu l'as pas saigné. D'accord. Mais oui, t'en as entendu parler, oui, t'es déjà tombé sur un épisode. Donc on est sur une série où on peut la prendre un peu n'importe comment. Ouais, complètement. Série d'animation? Non. Wilfred? Non. Est-ce que les personnages parlent en anglais? Non. Ah, c'est donc du Québec? Eh oui, c'est du Québec. Ah, et c'est du live action, j'aurais jamais. Si. C'est le truc là, oui, les mystères de l'amour, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est les mystères de l'amour? Non, c'est pas le titre, mais oui, tu Ah, penses à la bonne série du coup. Ah oui, d'accord, bah j'ai pas le titre. Je sais pas, c'est... Le cœur a ses raisons. Ah voilà, merci. Bon, on va dire que tu l'as. Merci, Maxime. Non mais je sais que tu en as parlé plein de fois, mais je n'ai pas... j'ai du mal à retenir le titre et je retiens que les mystères de l'amour là. Parce que c'est quoi, c'est une série qui a été faite après, qui est la suite, genre une connerie comme ça, c'est ça? Non, les mystères de l'amour, c'est la suite d'Hélène et les garçons. D'accord, donc rien à voir en fait. Rien à voir. Ah, ça va bien. Eh bien du coup Maxime, nous avons fait le tour de ces petits jeux. On est bon, donc on va pouvoir passer à la suite, et donc vous la connaissez bien, c'est la capsule de suivi. À la fin, il n'en restera qu'un. Et on se retrouve pour cette capsule télé, sa capsule de suivi. Elle a plusieurs noms, mais on s'en fout, ce qui compte c'est qu'on parle de la téloche. Et aujourd'hui, on a un programme chargé, mon cher Benjamin, parce que, bon, l'heure où vous écoutez l'émission, pour vous, ça fait des plombes, mais on n'a pas parlé de la finale de la Starac. Et entre-temps, TF1 a décidé, pour ne pas nous aider du tout avec Benjamin, de lancer
Koh-Lanta le mardi soir et The Voice le samedi soir. Et vu que on avait prévu de faire les deux et qu'on tient à faire les deux, on va faire les deux. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, brièvement, finale de la Starac, autoroute pour Pierre, qui avait une popularité du public tellement forte que il y avait de grandes chances qu'il gagne. À côté, notre pauvre Julien a voulu prendre sa revanche avec les cathédrales, mais les cathédrales ont encore gagné. Ah oui, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Vraiment, j'étais mort de rire. C'était incroyable, c'était un des meilleurs moments de mon année. Vraiment, magnifique. Magnifique, j'ai rigolé mais aux éclats. C'était drôle et ce qui a fait plaisir c'est de voir que Julien l'a bien pris. Non mais il a lâché Homerde comme ça, il a su reprendre du recul vis-à-vis de ça, cette chanson est maudite pour lui, très bien. Voilà, et puis Dadju qui a piraté le live. Parce que au moment de chanter le duo qu'ils avaient prévu avec Pierre, d'un coup le gars il fait wow, 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 wow. Et là on voit Pierre se décomposer en mode mince j'ai raté une note. En plus j'ai écouté une interview où il dit vraiment que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. Et vraiment j'ai raté une note, j'ai raté un truc, qu'est-ce qui se passe, enfin, il était vraiment en panique complète parce que Dadju demande carrément aux musiciens d'arrêter de jouer et tout. Et là Dadju il fait écoute, je sais que t'as répété et tout machin, mais moi ce soir j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pas envie de chanter du Dadju ce soir, j'ai envie de chanter du Pierre. Donc, comme vous le savez sûrement encore plus depuis, son son en fait il a buzzé sur TikTok parce qu'il avait chanté au château. Et du coup, Pierre s'est retrouvé comme ça, on lui a donné une guitare et c'est parti. Et là en plus il s'est rendu compte que tout le monde la chantait devant lui et tout le monde la connaissait par cœur, même ses camarades qui étaient sortis du château. On voyait qu'il avait vraiment kiffé l'instant et bon je pense que Pierre gagnait de toute façon. Il y en a qui ont dit que c'était du favoritisme, très sincèrement, je voyais pas de monde où Julien gagnait la Starac. Et Pierre a gagné la Starac. Je pense que le pauvre il est épuisé parce que je le vois partout en interview, c'est clair. Sur les plateaux et tout, hein, mais bon c'est comme un peu... En plus, la chanson est sortie sur les plateformes 2 ou 3 jours après sa sortie, ouais. Donc clairement il est sorti le samedi soir, je pense le dimanche ils l'ont laissé tranquille et le lundi il était au studio. Non, il l'a enregistré dès le dimanche et sur le dimanche lundi il l'a enregistré, ouais. Oh, et la chanson est sortie le mercredi. Donc voilà, le bilan de la saison on vous l'a fait la dernière fois. Et maintenant, on va passer à un autre talent show plein de musique et de grandes voix, vu qu'on va vous parler de The Voice. Alors, The Voice. À la base, moi, je regarde beaucoup la Starac, je suis un grand habitué de la Starac, j'ai embarqué Benjamin dans l'aventure au début de ce podcast. Et du coup, Benjamin m'a dit, tu m'embarques dans la Starac, y a pas de souci, mais je t'embarque dans The Voice, surtout que les 2 émissions vont se suivre. Et moi, vu que j'avais vraiment envie d'embarquer Benjamin dans la Starac, je lui ai dit oui, carrément. Voilà, Benjamin, c'est ton émission, je te laisse quand même réexpliquer le pitch vite fait. Ouais, bien sûr. De toute façon, on vous expliquera au fur et à mesure parce qu'il y a des étapes différentes. Mais là, pour l'instant, nous sommes à l'étape des auditions à l'aveugle. Et donc, tout le principe, c'est qu'on a du coup le jury qui est composé de Big Flo et Oli, Vianney, Zazie et Mika, qui écoutent chacun des candidats. Il y en a 100 cette année à passer devant le jury. Ils les écoutent avec le siège retourné, et donc ils ne les voient pas. Et ils ont un buzzer devant eux, et ils appuient dessus s'ils jugent que la voix est bonne et qu'ils veulent cette voix dans leur équipe. Et donc, chacun des jurys va constituer son équipe avec les 100 candidats qui passent devant eux. Et ils doivent en avoir combien à la fin ? Normalement, c'est 15. Ok. Mais après, d'une année à l'autre, ça peut changer. Pour l'instant, ils en ont pas parlé, donc je préfère pas dire de bêtises. En général, c'est 15, voire 16, parce qu'il y a toujours des petits suppléments, on connaît quoi. Ok, et il y a un nouveau concept en plus cette année ? Absolument, ils ont rajouté un concept qu'ils ont déjà testé. Je sais plus si c'était l'année dernière ou un peu plus tôt. Mais en gros, il y a une compétition alternative qui est gérée par Camille Lelouch, qui a le droit de récupérer certains talents lorsqu'il y a 0 buzz lors de la prestation. Sauf qu'après, il faut bien qu'il y ait une compétition qui se passe entre ceux qui sont sauvés par Camille Lelouch. Et le but, au final de tout ça, c'est que le dernier candidat de Camille Lelouch, après qu'il y aura eu la bataille entre tous ces poulains, aille directement en finale. Et du coup, la petite particularité de cette capsule, on peut dire, de TF1, c'est qu'elle est diffusée seulement sur TF1+, et que du coup, c'est très malin de leur part, parce que ça te fait forcément aller sur TF1+, si tu veux voir ce petit épisode des aventures de Camille Lelouch et ses candidats.
Ouais, moi j'ai regardé l'épisode du coup parce que une de celles que j'avais beaucoup aimé, personne s'était retourné. Donc je me suis directement motivé à regarder les épisodes. Et du coup c'est très sympa, ça dure 20 minutes, ça se mange tout seul, l'émission elle est très simple, petit budget, ça se passe dans une pièce, ça va très vite. Et c'est sympathique, d'autant plus que moi c'était Eline la candidate en question, donc je suis plutôt contente qu'elle ait sauvé Eline. Et donc voilà, ensuite il y a d'autres étapes, mais on vous en parlera évidemment quand on y sera. On vous explique un peu le principe, on va faire un petit jeu. Nous aussi, on va se prendre pour des jurys de The Voice. Et on va sélectionner chacun plusieurs candidats, 15 si on peut, et donc constituer notre équipe et un peu voir qui ira le plus loin. Et puis c'est une façon pour nous, du coup, de vous parler des candidats sans vous perdre dans un flot de « Ah bah machin il a chanté ça, c'était bien. Ah bah machin il a chanté ça, c'était pas bien. » On vous parlera que des candidats qui nous ont marqués. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Maxime, est-ce que tu veux nous parler d'un candidat ou d'une candidate qui est actuellement dans ton équipe ? Je viens de vous parler du coup de Eline, pour qui personne s'est retourné. Mais pour l'instant, elle est encore dans la compétition. Donc j'espère qu'alors vous écoutez le podcast, elle l'est encore. Sinon, soyez triste pour moi, s'il vous plaît. Et sinon, moi, la candidate, je vais aller dans l'ordre chronologique des passages. C'est d'abord April, qui m'a bien plu, qui est passé avec une chanson de Olivia Rodrigo. Et en fait, c'est sa personnalité qui m'a marqué. Du coup, c'est la première à intégrer mon équipe. Ok, autant que j'en parle aussi, parce qu'elle intègre mon équipe également. Ah. April, donc Olivia Rodrigo, le morceau Vampire, qui est un petit tube de cette nouvelle star de la pop. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que justement, on avait une jeune fille, qui chantait une chanson de son époque. Et c'est un des syndromes qu'il y a dans à peu près toutes les émissions de chant, j'ai l'impression, de toute façon. Souvent, on a des jeunes qui viennent te chanter du Edith Piaf, du Jacques Brel. Des sons qui sont très beaux et très emblématiques, mais qu'on a entendu 1 milliard de fois, et qui, je sais pas, ça manque de peps, je sais pas, t'as 20 piges, vis ta jeunesse, quoi. Montre-moi ta personnalité, ce que t'écoutes, ce que tu vis, ce que tu ressens, tu vois. Le but, c'est de se faire signer, et ensuite de pouvoir faire au moins 1 ou 2 tubes pour pouvoir vivre de ça. Donc montre que le répertoire actuel, t'es à l'aise dedans, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça, quelqu'un qui vient me chanter du Olivia Rodrigo, qui le fait très bien et qui a très bien compris cette pop nouvelle qu'on est en train de vivre actuellement, pour moi ça part, et évidemment elle a une très belle voix et c'était très cool. Du coup moi en fait on remonte au tout premier candidat qui est arrivé dans l'émission, qui s'appelait Stolt et qui a chanté du Ray Charles. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait une voix assez atypique et une façon de chanter cette chanson qui est vraiment ultra connue et qu'on a entendu 15 000 fois aussi, plutôt à lui. Donc j'ai misé sur lui, c'est pas mon plus gros poulain, mais j'ai bon espoir qu'il aille un peu plus loin. Et donc lui, il est dans l'équipe de Zazie. Et d'ailleurs, April est dans l'équipe de Vianney. De mon côté, je partage un membre de l'équipe de Big Flo et Oli, vu que j'ai choisi Jacinda, je sais plus. Jacinda, pardon. Donc c'est une dame qui a vraiment de bonnes années de carrière de scène au compteur, et ça se voit, et ça fait du bien. Tu sens que The Voice n'est qu'une étape dans sa vie artistique. C'était une chanteuse argentine, donc forcément ça a touché Big Flo et Oli, et ça m'a touché aussi. Parce que, effectivement, elle a été très pro, c'était hyper carré, et c'est surtout que émotionnellement, elle m'a énormément touché. Donc, je ne connais pas trop l'émission, donc je sais pas si c'est le genre de profil qui est capable d'aller loin dans la compétition, mais je lui souhaite vraiment, parce que sur la première émission, je trouve que c'est la seule qui est vraiment sortie du lot, finalement. Moi, on passe directement au Prime 2. Et là aussi, j'ai été charmé dès le début par la toute première voix qui a débarqué, et qui était Mia. Elle a chanté The Weeknd, Call Out My Name. Déjà, j'adore cette chanson. Ouais, en vrai, c'était oufissime ce qu'elle a fait. C'était très bien, mais moi, c'est surtout le choix de la chanson, en fait. Ça a vraiment une importance pour moi, parce que ça me montre un peu l'univers que l'artiste a envie de dévoiler. Ça crée une différence, par exemple, avec la Star Academy, où toutes les chansons sont imposées, et donc on met du temps à savoir vraiment c'est quoi leurs goûts musicaux, finalement. Alors que dans The Voice, la première chanson que tu chantes, normalement... ça présente ton univers, quoi. Voilà, ça colle quand même avec ce que tu aimes chanter. Et donc, tu viens me chanter du The Weeknd, et en plus, Call Out My Name, et j'ai trouvé ça hyper malin. Et en plus, comme t'as dit, c'était vraiment excellent.
excellent au niveau de la voix, Ah oui, etc. la personnalité et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, voilà, ça c'est banco, je prends immédiatement. Eh bien, tout à fait, hein, vous vous en doutez, Mia est aussi dans mon équipe. Parce que bon, on n'est pas dans The Voice, donc on peut se partager des Oui, voilà, c'est ça. des On s'est membres. pas battu, malheureusement, elle est pas venue nous voir en mode bon, je prends Max ou Ben. Donc, écoute, on choisit de pouvoir la prendre tous les deux. Et juste pour préciser, Mia est dans l'équipe de Mika. On va revenir à la toute fin du premier prime en ce qui me concerne, parce que j'ai choisi Maïva, qui est dans l'équipe de Vianney, qui a chanté du Céline, et qui l'a bien interprété. Et franchement, rien de plus que ça. Mais que dire de plus quand tu t'attaques à du Céline et que tu l'interprètes bien ? Du Céline Dion, c'est souvent très connu, très fait, surfait et refait, on l'a un peu vu 1000 fois. Et en fait, c'est vraiment des artistes pièges, parce que du coup, vu que ça demande beaucoup de technique, tu te dis, vas-y, je vais chanter, je vais montrer ma technique dessus, mais du coup, on en oublie parfois d'en faire une vraie interprétation digne de ce nom. Et elle l'a fait. Et au vu de la difficulté de l'exercice, je me suis dit, toi, je te veux dans mon équipe. Du coup, moi, on va passer... on reste dans le deuxième prime, du coup. Et bon, Maxime, ça nous permet de parler tous les deux à chaque fois des mêmes personnes, parce que c'est Olema. Ouais, mon giga coup de cœur à ce stade. Voilà. Donc Olema qui a chanté Mad World de Gary Jules. Et bon, déjà, cette chanson, moi, elle me fait pleurer. C'est une chanson qui a un effet immédiat sur moi. C'est-à-dire que j'entends les premières notes de piano, je suis en PLS, déjà. Genre, ça pourrait être quelqu'un qui chante super mal derrière. En fait, je suis déjà en PLS juste en entendant les premières notes de piano. Je te trouverai une version Todd de la chanson. Vas-y. Et là où ça m'a déstabilisé, c'est que Olema la prend d'une manière assez étrange, en fait. Ça, je pense que pour l'instant, c'est le petit ovni de la compétition. Elle a une manière de chanter. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter de cette manière-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un ovni. Et du coup, elle m'a déstabilisé, parce que c'est une chanson que j'adore et que je connais bien. Et donc, du coup, je sais pas, ça a créé une fascination sur moi, parce que c'est chanté différemment, mais très bien chanté. Et donc, du coup, ça m'a plu énormément. Moi, c'est un peu ce que je recherche finalement dans The Voice, c'est de me dire, ça s'appelle The Voice, c'est la voix, après je suis novice dans l'émission, mais du coup, je m'attends vraiment à entendre des gens qui sortent du lot. C'est plus ou moins le point commun dans toute mon équipe, en fait, c'est soit des gens qui ont pris des risques et qui sortent du lot, soit des gens qui ont été très carrés sur l'interprétation. Olema est dans l'équipe de Mika. Et du coup, juste pour finir avec le deuxième prime, moi, il y a aussi Lise, que j'ai choisi de garder. En fait, c'est pas mon style de voix, normalement, mais je trouve qu'elle a un... Je sais pas, elle a un truc, elle a un vrai truc, elle a chanté du Louane. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je trouvais qu'elle avait un vrai truc. En fait, c'est un pari pour moi. C'est-à-dire que c'est pas le genre de voix qui va m'attirer naturellement, mais je sens qu'elle peut aller loin, qu'il y a un truc à faire avec elle, et que selon comment elle est orientée, et j'ai confiance parce qu'elle est dans l'équipe de Zazie, ça peut être vraiment bien. Ça, c'est plus un pari. En vrai, ça se trouve, je me gourre complètement et je vais détester dès la deuxième prestation, mais j'avais envie de parier, du coup, sur Lise. Et maintenant, on passe au Prime 3. Donc, il y a Shanice que j'ai choisi dans mon équipe. Au début, j'ai hésité, j'étais pas trop d'accord, parce que elle a chanté « Je suis malade », et que depuis la prestation de « Je suis malade » d'Anisha l'année dernière à la Starac, autant vous dire que il m'en faut beaucoup pour apprécier la réinterprétation de cette chanson. Ça ne m'a pas suffi, mais j'aime bien la voix, j'aime bien la personnalité, donc je me suis dit, allez, bien dans mon équipe. Du coup, de mon côté, et spoiler, du côté de Maxime également, il y a Okali. Incroyable. Qui a chanté London Grammar. Ouais, c'était incroyable. D'ailleurs, elle a chanté un couplet de London Grammar et un couplet, alors je sais pas si elle a traduit dans son dialecte camerounais, ou si elle a carrément écrit un texte. Je sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a chanté avec son dialecte camerounais, et c'était hyper agréable, hyper suspendu, je sais pas, il y avait un moment de flottement en fait. Mais elle a eu une aura de fou en fait. Voilà, c'est ça, il y a un charisme qui s'est dégagé. Elle a un charisme de dingue. Et qui était vraiment très 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 prenant. Elle a fini dans l'équipe de Mika, au final, et je pense qu'il peut l'emmener loin. Après moi j'ai choisi Ninon, pareil j'ai longtemps hésité parce que c'était un peu approximatif. Mais elle a une manière de chanter assez unique, une manière d'articuler en fait surtout qui est assez unique. Il y a beaucoup de travail à faire avec Ninon, mais vu que c'est le genre de candidat qui me plaisent, moi je l'ai pris dans mon équipe. Surtout que moi je suis habitué à la Starac.
Donc je suis habitué à voir finalement des gens avec un potentiel. Du coup, j'ai senti en Ninon ce truc trop original pour être de la Starac, mais qui a quand même ce côté j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à m'améliorer, donc du coup, je l'ai quand même mis dans mon équipe, et elle est avec Zazie. En dernière personne, à la fois pour Maxime et pour moi, comme quoi on a des goûts similaires. Et en ce qui me concerne, c'était mon coup de cœur le plus rapide, c'est-à-dire qu'elle a dit 3 phrases, et j'ai dit à Ben... C'est maintenant. Si j'étais un jury, je me retournerais, je buzzerais, ouais, direct. Et c'est Rhea avec la chanson I Will Survive. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son attitude. Elle a une vraie attitude sur scène. Quand t'as du talent et que tu le sais, c'est pas ce que j'appelle se la péter, c'est justement avoir une certaine attitude. Et il y a une très grosse différence pour moi entre se la péter et juste avoir une attitude, savoir que t'as du talent. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Et évidemment, bon, sa prestation qui était excellente. Voilà. Puis elle a un timbre de voix qui est dingue. Ouais, c'est ça. Et même une voix parlée qui est très grave et hyper, du coup, surprenante. Ouais. Et charmante aussi, une fois qu'elle chante. Ouais, non, franchement, c'était dingue. C'est une de mes favorites sur celle que j'ai choisie. Et donc voilà, on a fait le tour. Maxime, toi qui viens de découvrir pleinement The Voice, qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de l'émission, tout simplement ? Ouais, c'est vrai que je connais The Voice, le concept, j'ai déjà regardé quelques auditions à l'aveugle par-ci par-là. Je ne sais absolument pas ce qui se passe après les auditions à l'aveugle. Oui, je découvre le concept 14 ans plus tard, et alors ? Il y a un début pour tout. Ouais, non, le premier prime a été assez catastrophique pour moi, dans le sens où à chaque fois que quelqu'un me plaisait, il se retournait pas. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris aussi que j'étais peut-être pas dans le bon créneau de l'émission. C'est-à-dire que en plus, j'ai regardé tout seul. Du coup, il y avait ce côté, vraiment, j'avais l'impression de devoir m'incruster dans une bande de potes qui se connaissent depuis des années. Et du coup, t'es là, tu fais « Ah ouais, ça c'est trop cool, hein !» Et tout le monde te regarde en mode « Non, c'est pas cool. » Et tu fais « Ah ouais, c'est pas cool. » Mais finalement, au fur et à mesure des primes, j'ai commencé à comprendre un peu le concept et à me dire non, ok, c'est vrai que c'est bête, ça s'appelle The Voice, on recherche de la voix. Par contre, du coup, ce qui me gêne aussi, c'est que Star Academy, c'est une émission qui est complète. On a du chant, de la danse, de l'expression scénique, on a des tableaux chantés, dansés, machin. Donc du coup, il y a des fois, j'avais beau être impressionné par la voix, je trouve que ça manquait cruellement de présence scénique. Et du coup, je me demande si ça peut être résolu au cours de l'émission ou non. Mais je m'adapte très bien à l'émission, je la trouve très agréable à regarder. Surtout que les rôles et les personnages, entre guillemets, plantés par chacun des membres du jury, par exemple Big Flo, qui est le complice avec le public, qui fait plein de blagues, il donne des surnoms à ses collègues. Je trouve ça super sympa, en fait. C'est bien produit comme émission, quoi. Donc, franchement, belle découverte. Je l'aurais clairement pas regardé s'il n'y avait pas eu le podcast. Mais ça va être très rigolo de la suivre ensemble, surtout qu'avec notre système d'équipe, on va pouvoir se chambrer quand l'autre en perd un, et on va pouvoir aussi être heureux quand ceux qu'on a en commun vont avancer dans la compétition. C'est ça. Et même avec vous, du coup, vous allez pouvoir suivre les 2 jurys bonus que sont Maxime et Benjamin. Exactement. Et vu qu'avec Ben, on trouvait que cette rubrique était un peu trop courte cette semaine, on va vous parler de Koh-Lanta. Bon, ça va être un peu plus bref quand même, parce qu'il j'ai rarement grand chose à dire sur les premiers épisodes de Koh-Lanta. Nous, c'est une série qu'on adore suivre depuis quelques temps. Moi, je sais que je la suis depuis le début. Ouais. Et toi, Ben, Moi, j'ai vu des saisons par-ci, par-là. Okay. Et après, j'ai suivi complètement à partir du confinement. Alors, peut-être dire ce qui nous plaît dans l'émission. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te plaît dans Koh-Lanta ? La compétition, le fait qu'il y ait plein de profils différents, et donc du coup on peut s'attacher ou non, détester même parfois certains candidats. Le fait que c'est une télé-réalité avec un but, qu'on a un peu perdu dans certaines télé-réalités qui se font maintenant. Voilà, c'est globalement ce qui me plaît dans Koh-Lanta, et puis que je me marre bien évidemment. Moi ce qui me plaît dans Koh-Lanta, c'est l'aspect stratégique, vraiment. Moi je suis ça comme je peux suivre un Game of Thrones, quoi. Non, parce que vraiment en fait j'adore savoir qui est en alliance avec qui va trahir qui va voter contre qui. Généralement c'est vraiment une fois qu'on sait qui va au conseil, où là je me réveille et je me dis ok, c'est ma partie. C'est pas une véritable émission de survie, mais en attendant ils mangent pas beaucoup, ils font beaucoup de sport, et du coup on voit quand même des êtres humains aller au bout d'eux-mêmes. Même s'il y a beaucoup de montage, même si bien évidemment quand on regarde un épisode, il faut réaliser quand même que
C'est à peu près 72 heures de rush compilées en 2 heures d'épisode. Mais en attendant, ça permet quand même de voir l'être humain dans ses retranchements. Et cette année, on a du coup la saison qui s'intitule Les Chasseurs d'Immunité. Donc c'est vrai que la série dure depuis quand même très très longtemps, donc maintenant ils cherchent des petits twists en fait pour pouvoir faire un regain d'intérêt au niveau des règles. Là j'avoue que les Chasseurs d'Immunité du coup c'est qu'il y a des colliers d'immunité cachés un peu partout sur l'île. Je sais que les saisons qui étaient un peu trop tournées sur des concepts d'avantages, des fois c'était un peu trop cheaté, donc ça n'a pas tout le temps été des bonnes idées. C'est pour ça que pour l'instant j'émets une réserve. D'autant plus qu'on ne sait absolument pas quels sont les pouvoirs. Ouais, en fait. c'est ça, c'est des colliers d'immunité qu'on découvre au fur et à mesure que les colliers sont découverts. C'est ça. Et après, moi en plus, en ce qui me concerne, au bout d'un an, les deux équipes sont tellement réduites qu'on a ce qu'on appelle la réunification. Et après, il n'y a plus de tribus, chacun joue en individuel. Et généralement, pendant très longtemps, j'attendais que la réunification soit diffusée pour pouvoir regarder Koh-Lanta. Et j'ai bien aimé les épisodes, il y a un côté narratif qui est assez rigolo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais généralement les deux profils types d'éliminés pour la première émission, c'est soit la doyenne, soit le gars qui crie haut et fort qu'il est stratège. Donc du coup l'émission a vraiment été montée pour te créer un suspense autour de la doyenne ou de ce gars-là va sortir. Et j'ai trouvé ça assez chouette, surtout que le gars a trouvé un collier qu'il ne protégeait pas lui-même, mais qui pouvait protéger au choix 2 personnes. Et il l'a utilisé de la manière la plus catastrophique du monde, et il s'est fait tège. Voilà, en fait, le suspense sur qui de la doyenne ou du stratège va être éliminé en premier a été anéanti assez vite, parce que le stratège était le pire stratège au monde. Ouais, parce que déjà, il a dit « je suis stratège ». Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Et moi, ça m'a fait trop rire. Première question de Denis. Alors, et vous, machin, je sais plus comment il s'appelle. Steve. Et vous, Steve, vous aimez la stratégie ? Ah oui, complètement, moi je suis stratège, je trouve que c'est le meilleur élément de Koh-Lanta, quoi, c'est la stratégie. Tout le monde doit être stratège, hein, machin. Bon au revoir. Bravo, frérot. Ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vraiment dit bon ciao. Ouais, voilà. C'est ça. Tu viens de t'enterrer, bien joué à toi. Non, voilà, en vrai j'ai trouvé ça très drôle comme première émission, on a bien fait marrer. Cool. C'est difficile de voir des candidats qui se détachent réellement aux 2 émissions, donc on en reparlera dans l'épisode d'après. Et après, on a eu un épisode 2 qui était un peu plus laborieux en termes de narration, parce que c'était giga évident de qui allait sortir, et qu'ils ont essayé de bricoler un truc pour créer du suspense. C'était pas réussi, mais d'un autre côté, je me doute qu'ils avaient pas de matière. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est les rouges, du coup, qui ont été au conseil. Et c'est la grande gueule du groupe qui a été très vite ciblée parce qu'en plus c'était la moins sportive, elle a fait perdre beaucoup de temps lors de l'épreuve d'immunité, donc automatiquement les votes se sont orientés vers elle. Et elle a essayé d'orienter des votes vers quelqu'un qu'elle aimait pas. Sauf que c'est quelqu'un qui est discrète et qui a l'air d'être un peu timide. Mais du coup, en termes de rush et de réalisation quand t'es sur ces émissions-là, c'est compliqué de mettre en avant en 4 jours, 6 jours d'aventure, la personne qui parle pas et qui a du mal à s'intégrer. Et du coup je me suis dit, mais obligé c'est pas elle, parce que avant qu'un candidat sorte, ils le mettent toujours un peu en avant pour que, au pire, s'il sorte tôt, il ait un peu sa petite heure de gloire. Et là, elle est tellement sortie de nulle part, je dis, obligé, c'est une manière d'introduire le personnage au spectateur, et du coup, elle reste, et l'autre, elle part, et la messe est dite. Et du coup, le travail pour créer un suspense et un storytelling, franchement, bravo, mais vous aviez tellement rien que, c'est pas réussi pour autant, mais c'était même pas forcément de la faute de la prod finalement, quoi. Non, non, ça c'est sûr. Et puis moi je trouve que ça a pas empêché l'épisode d'être drôle et quand même jouissif, parce qu'en vrai, ce qu'ils ont réussi à faire pour moi, c'est que ils ont réussi à rendre du coup Alicia, qui a été la personne qui a été éliminée, ils ont réussi à, entre guillemets, nous faire détester le personnage, et donc quand on arrive au conseil, on a vraiment envie qu'elle parte. Et donc du coup ça crée quand même un engouement de allez, faut qu'elle parte, même s'il n'y a pas de suspense. En fait l'enjeu n'était pas sur le suspense, c'était un peu sur le moment d'apothéose de ça y est, elle se barre. Et donc, mais comme je t'ai dit, moi je soupçonne qu'Alicia revienne, parce que j'ai l'impression que dans les previews, on a vu des scènes avec elle qu'on n'a pas encore vues dans le truc. Et normalement j'essaye d'éteindre mon cerveau quand il y a ça. On aura la réponse très bientôt, parce que le prochain épisode c'est mardi, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette petite capsule, Maxime. Voilà, parce que s'il y a un départ pour blessure ou raison de santé, c'est le dernier éliminé qui revient dans l'aventure. Exactement. Non, en tout cas la saison franchement elle commence bien. Elle a l'air chouette, en tout cas je me suis bien marré devant les premiers épisodes. Et on a hâte de suivre le reste de la saison avec
vous. Absolument. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite et on va revenir sur Quentin Dupieux avec le Culture Culte. Mais attends, on a déjà tourné cette séquence, Benjamin, du coup, nous, faut qu'on revienne dans le temps pour que les gens puissent entendre ce qu'on a à dire sur Quentin Dupieux. Allez, c'est parti. Voyage dans le temps. Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de... His name is James Cameron. Chronoscan activé. Mode Légendex. Abruti de chien! Et maintenant, on va pouvoir revenir avec notre culture culte sur la carrière de Quentin Dupieux et notre fameux top 5. Mais avant le top 5, on va un peu vous parler quand même de ce réalisateur, de ce qu'on déduit, de ce qu'on voit de sa carrière, voilà ce que nous on en pense. Surtout que, en ce qui concerne Benjamin et moi, Dupieux c'est un réalisateur qu'on suit depuis ses débuts. En ce qui nous concerne, on suit la carrière de Quentin Dupieux depuis son deuxième film sorti en salle qui s'appelle Rubber. Donc c'est un cinéaste où on a vraiment vu tous ses films au fur et à mesure au moment de leur sortie et on a pu suivre vraiment l'évolution de sa carrière. On vous parlait tout à l'heure que on voit la filmographie de Dupieux comme fonctionnant avec des eras encadrés par des films bien précis. Il y a tout d'abord sa période totalement absurde et sa période comédie. Et parce que on aime aussi beaucoup le voyage dans le temps, nous enregistrons cette séquence alors que nous n'avons pas encore vu Dali. Ah, j'espère que vous réussissez à suivre tous ces allers-retours. Et on estime du coup qu'avec Dali, il va rentrer dans une période de surréalisme. Parce que, en plus, Dali, c'est un artiste qui a travaillé le genre du surréalisme. Donc, ça paraît très logique que ce soit ça. Mais juste à la fin de cette séquence, on redonnera la parole à nos nous du futur pour savoir si on a raison ou non. En attendant, la film de Dupieux, on l'a vu et revu avec Benjamin, donc on a toutes les cartes pour vous en parler. Absolument, Maxime. Donc, le premier film de Dupieux est un film qui s'appelle Non-Film. Donc, Non-Film est un film sur un gars qui marche dans la rue, qui est intégré à un film sans qu'il ne le veuille. Voilà, plus c'est un film qui a été tourné pendant des vacances entre potes en Espagne, de mémoire. C'est considéré comme un de ses courts-métrages quand on regarde sa filmographie, mais c'est clairement le début de sa filmographie quand même. Voilà, donc ça, c'est l'introduction, on va dire, au cinéma de Dupieux. On va pas revenir sur ses autres courts-métrages, on vous parle juste de celui-là parce que c'est vraiment les débuts du cinéaste. Et c'est là qu'il nous intègre complètement dans son univers complètement absurde, où rien n'a vraiment de sens ni de raison d'être là, mais c'est là. Et on s'en sert pour faire de l'humour, pour créer un univers. Souvent, Dupieux n'a pas forcément de propos dans ses films, il travaille juste une forme d'humour, une forme d'univers, une forme de situation pour vraiment nous décontenancer, pour vraiment nous décaler de la réalité. Et là, on a déjà tout ça dans nos films. Il accède après au grand écran, en faisant appel à un duo d'humoristes très connu à l'époque, et il a fait Steak, avec Eric et Ramsey, et aussi Kavinsky, qui joue un des personnages principaux. Benjamin, toi, Steak, t'en avais pensé quoi ? Moi, du coup, je l'avais pas vu avant Rubber parce que, justement, j'avais peur que ce soit un énième film avec Eric et Ramsey, pas très réussi et pas très drôle, parce que je ne connaissais absolument pas Quentin Dupieux. Et donc, quand j'ai vu Rubber et que j'ai appris qu'il avait fait Steak, j'ai fait, c'est fou, il faut que je voie ça. Et donc, du coup, je découvre... Surtout que t'aimes beaucoup Eric et Ramsey. Ouais, j'aime beaucoup Eric et Ramsey, mais ils ont fait quand même une belle panoplie de films de merde. Les Dalton, on vous voit. Et donc du coup, je découvre Steak, et là, je découvre d'autres Eric et Ramsey, quoi. On les emmène ailleurs pour la première fois à l'époque. Depuis, ils se sont grave diversifiés, mais à l'époque, c'était leur premier écart où on est sur un film, absurde, justement. Ouais, puis à l'époque, c'est pour ça que le film n'avait pas marché, c'est que les distributeurs avaient vendu le film comme un film d'Eric et Ramsey, avec l'humour Eric et Ramsey, ce qui n'est absolument pas le cas, vu que c'est l'univers de Dupieux qui est prépondérant, et puis Dupieux a introduit personne à son univers, donc je pense que ça a dû en décontenancer plus d'un à l'époque, et bien que j'adore le film, je comprends complètement qu'il n'ait pas été compris du tout à sa sortie, et qu'il est réhabilité aujourd'hui, maintenant qu'on connaît un peu mieux le cinéma de Dupieux. Et donc du coup, on peut en parler, c'est un peu le pilote de ce que sera la carrière de Dupieux, c'est-à-dire qu'on a des bases qui sont mises à l'absurde, et aussi à son humour, qui lui est très personnel. C'est ça, on retrouve déjà le côté absurde des comédies de ces deux prochaines eras, et aussi le côté surréaliste qu'on espère retrouver dans la suite de ces films. Et donc voilà, c'est surtout
surtout à ça que sert Steak, et ensuite on est passé directement à Rubber. Voilà, et Rubber, on a l'impression qu'il a compris un peu d'où venait l'échec commercial en tout cas de Steak. Donc du coup, Rubber, c'est vraiment une introduction à son cinéma, c'est un peu un mode d'emploi de comment fonctionne le cinéma de Dupieux. Rubber raconte donc l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Et le film va commencer par un flic qui sort du coffre d'une voiture, qui va regarder la caméra, s'adresser directement au spectateur, pour lui expliquer le principe du no reason. C'est-à-dire qu'il explique que dans tous les films qu'on connaît et qu'on apprécie, il y a des tas de choses qui ne s'expliquent pas, qui arrivent sans raison. Par exemple, pourquoi E.T. est marron ? Il n'y a pas de raison. Et en fait, il part sur tout un sketch comme ça, autour de plein d'exemples de films que tout le monde connaît, en expliquant que c'est déjà des films où il arrive des choses sans raison. Donc no reason en anglais. Donc là, Dupieux nous dit bien que vous allez voir quelque chose d'absurde, sans raison apparente, mais ce truc-là, faut pas vous décontenancer, parce que ça vous va dans tous les autres films que vous connaissez, et vous n'allez pas chercher plus loin parce que vous êtes dans l'univers du film. Juste pour ajouter, ce qui marque le fait que c'est bien une introduction à l'univers du film, c'est que une fois que du coup ce policier nous a parlé face cam, on découvre qu'en fait il parlait vraiment à des gens qui eux-mêmes seront spectateurs de ce pneu qui tue des gens. Voilà, parce qu'en fait, ces gens-là se retrouvent dans un désert, et en fait, juste à l'aide de simples paires de jumelles, ils vont être spectateurs du même film que nous, on va regarder. Mais comme si, du coup, avec les jumelles, ils avaient le film avec ses gros plans, son montage, et qu'ils avaient tous les points de vue. Donc là, on voit bien qu'on est dans quelque chose de complètement absurde, surtout qu'après, on suit ce pneu qui commence à tuer des gens, et en fait, là, on assiste quand même à un réalisateur qui est très doué, parce que l'introduction de ce pneu, on va le voir vivre, naître, apprendre à rouler comme il apprendra à marcher, il va se casser la gueule et tout. On s'attache au pneu, et je trouve ça fou à quel point, déjà à l'époque où je l'ai vu, et toujours maintenant quand je revois le film, parce que c'est un film que je regarde assez souvent, c'est fou à quel point le pneu est super attachant. Et c'est là du coup qu'on rentre complètement dans l'absurde avec Dupieux, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de s'attacher à un pneu, et qu'en plus on va regarder le pneu pendant 1h30 qui va tuer des gens, parce que du coup le pneu a des pouvoirs télépathiques. En gros, si vous voulez, il vibre et il fait exploser des têtes. Voilà. Voilà, du coup, il y a un côté... voilà, donc du coup, on va travailler un peu le slasher, le road movie. On va travailler déjà un peu différents genres cinématographiques, ce qui va être aussi sa patte dans ses films à venir, où on va toujours prendre un genre, prendre des codes très connus du cinéma pour les détourner et les rendre plus absurdes. Et c'est un film qui est quand même très plaisant, parce que, du coup, il est quand même très drôle. Et en fait, on est tellement ébahi par le fait qu'on est en train de regarder un film sur un pneu qui tue des gens, que c'est un peu le moteur du film finalement. C'est un peu ce qui nous maintient en haleine, et de se dire mais attends, je suis vraiment en train de regarder ça, je suis vraiment en train d'être à fond dedans, je suis vraiment en train d'avoir de l'empathie, de me demander ce qui va se passer, d'attendre la prochaine scène de meurtre et d'être complètement dedans. Surtout que c'est un peu... on retient surtout ça du film, alors qu'on a quand même beaucoup de séquences avec les spectateurs qui sont en train de regarder ce pneu, et aussi avec une femme que le pneu suit plus ou moins. Ouais, éclaire ma mémoire, il tombe un peu amoureux d'elle. Oui, il tombe amoureux d'elle, et c'est la seule qui décide de ne pas tuer. Voilà, exactement. Donc du coup, on a quand même plusieurs points à suivre, mais c'est vrai que ce pneu, du coup, nous reste particulièrement en mémoire. Dupieux aime beaucoup interroger le sens d'une œuvre entre le créateur de l'œuvre en elle-même, et son spectateur. Le fait qu'il va y avoir des spectateurs qui vont assister au récit au sein même de la diégèse du film, on va le retrouver dans énormément de ces films. Et c'est là où du coup Rubber est d'autant plus une introduction au cinéma de Dupieux, parce que certes, c'est le démarrage de son éra de l'absurde, mais on a quand même déjà le thème principal pour moi de l'œuvre de Dupieux, qui est l'interrogation du spectateur à l'œuvre, mais aussi ce côté comédie, parce qu'il est quand même aussi franchement drôle. Rubber marque aussi le début de l'aventure américaine pour Dupieux, et qui va continuer du coup avec Wrong, qui a la particularité de s'enfoncer encore dans l'absurde, mais cette fois-ci pour développer un univers particulier. Voilà, il y a des choses très particulières qui se passent dans cet univers. Par exemple, il pleut dans les bureaux, mais jamais dehors. Et c'est normal pour les gens qui vivent dans cet univers, c'est pas spécial, c'est normal. Donc voilà, l'absurde est fait pour créer un univers, mais malheureusement avec ce film-là, Dupieux ne se sert pas de l'univers qu'il dépeint. Il nous présente un univers qui a l'air passionnant à suivre, parce qu'il y a plein de détails absurdes qui y sont, mais une fois que tout ça est installé, il n'en fait plus rien. C'est un défaut d'ailleurs qu'on ne va plus jamais retrouver chez les Dupieux, comme s'il avait eu besoin de cette expérience pour apprendre cette leçon-là. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, moi c'est celui que j'aime le moins de sa carrière.
carrière. Mais ça nous emmène au film d'après, qui s'appelle Wrong Cops, et du coup, il va s'essayer au film à sketch. Donc là, on sent qu'il rentre un peu plus dans la comédie, qu'il comprend finalement que le rire est vraiment un moteur de divertissement pour que les gens puissent rentrer dans son univers. Et on va assister du coup à une histoire de flics qui sont pas très professionnels à Los Angeles. Et en fait, c'est plusieurs histoires qui vont s'entrecouper de manière toujours comme ça un peu absurde, un peu nébuleuse, et qui vont constituer des sketchs et des séquences bien précises, où il va essayer des choses concrètement à chaque séquence. On a vraiment ce côté bac à sable, terrain de jeu, où il s'est dit, ok, là c'est parti, j'essaye tout ce que j'ai à essayer. Je vais me rater, c'est le cas, il se rate de temps en temps, mais il réussit quand même plein de fois, et un des personnages qui compose de la musique, et la musique qu'il compose, c'est des musiques de Mister Oiseau. Et d'ailleurs, c'est le film où on aura tout un tas de musiques de Mister Oiseau, ce qui constituera en fait un best-of de sa carrière à ce moment-là. Mais je trouve musical, je veux dire. Je trouve même qu'il sépare quand même ces deux entités artistiques avec Mister Oiseau et Dupieux. Mais tu vois, je qualifierais presque Wrong Cops d'un film de Mister Oiseau et presque pas d'un film de Dupieux. C'est-à-dire que ces deux alias se fusionnent et on sent qu'il s'interrogeait aussi de se dire attends, c'est vrai que j'ai quand même deux alias artistiques pour deux matières artistiques différentes, est-ce que je dois pas essayer de les fusionner? Et aujourd'hui on a la réponse, il a dit non, je les fusionne pas, d'ailleurs maintenant mes musiques je les fais faire par d'autres personnes que moi, et moi Wrong Cops, quand je l'ai vu, j'ai remarqué un truc que j'avais pas beaucoup lu ailleurs et que je veux juste te dire comme ça dans le podcast, je trouve que le film c'est une relecture de Pulp Fiction. On suit plusieurs histoires de bandits éclatés comme ça dans Los Angeles, et on va recroiser des personnages au moment où on s'y attend pas, on va relier les arcs narratifs au moment où on s'y attend pas, ce qui est exactement ce que fait Pulp Fiction, finalement. Et la fin de la période absurde est marquée par le film suivant, où là, Dupieux, je trouve, c'est un des sommets de sa carrière. C'est là où, finalement, il a réussi à dire tout ce qu'il avait à dire autour de son absurde, avec le film Réalité. Et c'est aussi ce qui marquera la fin de sa période américaine, car on a déjà l'intrusion d'acteurs français et du français parlé, tout simplement, avec du coup Alain Chabat et d'autres acteurs, Jonathan Lambert par exemple. Et oui, voilà, c'est vraiment le paroxysme de l'absurde de Dupieux, dans le sens où on fait des allers-retours dans le temps entre différentes réalités, de notions de réalité, on pousse vraiment les potards à fond. Une réalité qu'on voit est forcément la fiction d'un autre. Et voilà. ça, c'est ça qui rend le film hyper intéressant et qui va surprendre jusqu'à la dernière scène du film. Ouais. Mais voilà, si vous n'avez pas vu Réalité, on vous invite à aller le voir parce que c'est ce qui marque la fin de l'ère absurde de Dupieux. Mais du coup, on a toujours... le film s'appelle Réalité, c'est-à-dire qu'après avoir fait des films qui s'appellent Wrong, là, on fait un film qui s'appelle Réalité, et finalement, on réinterroge toujours cette réalité, vu qu'il n'y en a pas réellement dans le film non plus, et encore une fois, vu que tout est une fiction de tout, les personnages vont être aussi spectateurs de la fiction qui sera aussi une autre réalité, et c'est là où il trouve complètement le paroxysme de son cinéma de l'absurde et du questionnement de la réalité et du questionnement de ce qu'est une fiction vis-à-vis d'un spectateur, c'est qu'il travaille totalement ça tout au long du film, avec un personnage d'Alain Chabat qui est un réalisateur, du coup, qui réalise des fictions, et c'est vrai que moi à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais compris le film comme un aboutissement de la carrière de Dupieux, et je me suis dit, la suite, je sais pas ce qu'elle sera, mais s'il continue de faire ce qu'il a fait avec ses précédents films, il va forcément se répéter, donc faut qu'il parte sur autre chose. Voilà, donc avec Au Poste, on plonge complètement dans ce qu'est le cinéma de Dupieux, de Au Poste en tout cas jusqu'à Yannick, avec toujours plus ou moins une formule qu'on retrouve. C'est-à-dire, déjà Dupieux va nous proposer une comédie. Donc, comment on fait une bonne comédie ? Déjà, on prend un scénario et un pitch qui est drôle, on va prendre des acteurs qui font marrer, on va aussi prendre, généralement, deux genres distincts du cinéma, et on va les travailler pour les rendre absurdes, pour les détourner. Et donc, du coup, dans Au Poste, on se retrouve avec Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig du Palmachot. Poelvoorde est un flic, Grégoire Ludig est un accusé qui subit un interrogatoire, et tout le film va suivre cet interrogatoire. Et bien sûr, c'est quand même un petit film de transition entre les deux éras, parce qu'on retrouve énormément d'absurde, beaucoup plus que dans la suite de sa carrière. Et c'est là, comme j'ai dit, qu'on tombe vraiment dans la comédie, et c'est vrai que, moi, Au Poste, c'est un film que j'adore, parce que je passe tellement un bon moment à chaque fois que je le vois, là où les précédents films de Dupieux pouvaient avoir un côté un peu inaccessible. Et il y a aussi un truc qui marque cette transition, c'est il réduit à mort son dispositif. C'est-à-dire que dans Wrong, dans Rubber, dans Wrong Cops, les personnages voyagent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de décors différents, ils vont toujours d'un point A à un point B à un point C. Alors que là, dans sa période comédie et notamment avec Au Poste, on est sur un lieu fixe.
Et ça, c'est un truc qu'il reprendra plus ou moins selon les films, mais qui est quand même marqueur de sa période comédie, où le dispositif est quand même plus réduit. On est là plus pour aller faire marrer. Il commence à trouver de la précision dans ce qu'il veut faire avec ses films. Et surtout de la simplicité. Et il deviendra de plus en plus efficace au fur et à mesure des films. Et c'est ce qui nous amène du coup à son film suivant, où là il appelle carrément Jean Dujardin pour jouer le rôle principal, le Daim. Le Daim, du coup, c'est un personnage qui un jour achète un blouson en daim et il décide que tous les blousons de la Terre doivent être éradiqués et être le seul à porter son blouson, un blouson en daim. Et c'est surtout le blouson en daim lui-même qui veut être le seul blouson sur Terre. Exactement, parce que dans ce film, on retrouve du coup la personnification d'un objet inanimé qu'on avait déjà eu dans Rubber, et cette fois-ci, c'est donc le fameux blouson en daim qui se retrouve personnifié et qui a carrément une voix. Rubber avait le mouvement, et le blouson reste inanimé, mais parle. À quand un Avengers avec ces deux objets ces deux objets tueurs qui se retrouvent? Ouais, exactement, ce serait fantastique. On est aussi dans le doute de est-ce que c'est Jean Dujardin qui est complètement schizophrène, ou est-ce qu'il y a une vraie vitalité chez ce blouson en daim, parce que bon, c'est pas caché, c'est Jean Dujardin qui fait la voix du blouson, mais la mise en scène essaie vraiment de nous montrer, genre dès que le blouson parle, c'est le blouson qui est filmé, dès que Jean Dujardin lui répond, c'est Jean Dujardin qui est filmé. Oui, et encore une fois, on est dans le travail du genre, et c'est peut-être même le film qui rentre vraiment pleinement dans le travail de genre, parce que le film va être monté et mis en scène comme un thriller psychologique des années 90, avec des scènes de stalking, de suspense, beaucoup de scènes de nuit, des scènes de peur, des scènes de suspense à proprement parler, mais aussi simplement comme un slasher, où le tueur serait un peu comme une poupée de Chucky, ce blouson en daim magnifique qui va manipuler un homme pour pouvoir lui faire commettre des crimes. Mais toujours avec ce concept très très con quand même d'un blouson qui veut être le seul blouson sur Terre. Et du coup d'aller se dire ah ouais mais c'est marrant, je suis en train de regarder une comédie avec un concept super con, mais de ce que je vois là, c'est un vrai thriller psychologique / slasher. Et d'ailleurs je parlais pour Long Cops de la relecture de Pulp Fiction, et je suis en train de penser qu'il y a un personnage dans ce film qui se vante d'avoir remonté Pulp Fiction dans l'ordre chronologique. C'est vrai, c'est totalement. Et d'ailleurs, Long est dans l'ordre chronologique. Donc est-ce que Long n'est pas lui-même une relecture chronologique de Pulp Fiction? Wow. Je viens d'avoir l'idée, c'est droppé comme ça. La théorie est incroyable. Alors, nouveau saut dans le temps et intervention de Maxime qui est au mixage. Je parle bien sûr de Long Cops en tant que relecture chronologique de Pulp Fiction, et pas Long. Voilà, j'étais fier de ma théorie, alors je voulais que ce soit clair. Merci, je vous laisse reprendre l'épisode, et moi je vais terminer le mixage. Et du coup, ce personnage joué par Adèle Haenel, qui est incroyable dans le film et qui nous manque beaucoup. Et puis qui, encore une fois, joue quelqu'un qui fait qui a un poste de quelqu'un qui est dans un film, donc monteur, sachant que Dupieux monte ses films lui-même. Et du coup, Jean Dujardin s'improvise réalisateur parce qu'il va filmer ses crimes et filmer son éradication de tous les manteaux. Voilà, vous avez compris le rapport spectateur, œuvre, créateur. On y est toujours. On peut passer maintenant au film suivant qui est Mandibule, où là, Dupieux va refaire appel à Grégoire Ludig, mais accompagné de son petit acolyte, David Marsay. Et là, il va nous faire une espèce de world movie, de buddy movie, avec deux cons, globalement, qui trouvent une mouche géante dans le coffre d'une voiture. Voilà, encore une fois, deux sous-genres très marqués avec des codes vraiment très ancrés, très codifiés, et un concept de base super con. Sauf que du coup, vu qu'on est dans le road movie, dans le buddy movie, on se marre quand même plus dans Mandibule, qui est une franche comédie. Mention spéciale à Adèle Exarchopoulos, qui a fait son hold-up avec son César à cette époque-là, parce que, je me rappelle, moi j'avais vu aucune bande-annonce, rien. Je sais que ça avait été spoilé dans la bande-annonce. Non, moi non plus, j'avais rien. Et du coup, je ne m'attendais pas du tout à quoi que ce soit à ce niveau-là. Et en fait, elle joue un personnage qui ne peut parler qu'en criant. Et franchement, je crois que c'est un de mes plus beaux fous rires dans une salle de cinéma, au point que, je me rappelle quand je l'avais revu, je m'étais rendu compte que j'avais loupé des scènes, parce que c'est vraiment ce fou rire où tu chiales de rire et tu regardes plus le film en fait. T'es juste mort. Ça. Parce que le pire, c'est que tout le film elle parle comme ça,
Du coup, à chaque fois qu'elle reparlait, je repartais à me marrer. Et du coup, j'avais raté tellement de trucs à mon premier visionnage à cause de Adèle Exarchopoulos. C'est ça, et elle le fait tellement bien, mais quoi. Oui. C'est tellement sincère, ça se voit qu'elle se marre à le faire. Et moi, personnellement, c'est à partir de ce film que je suis tombé amoureux d'elle et que ça dure encore aujourd'hui. Donc du coup, on voit bien comment évolue le cinéma de Quentin Dupieux. Et maintenant, on va passer du coup à son film suivant, qui est incroyable mais vrai. Alors là, Dupieux, pareil, on a deux genres bien distincts, et là peut-être deux genres vraiment très opposés. C'est-à-dire d'un côté, le film de dialogue à la française, et de l'autre côté, le film fantastique. Il essaye pas de mélanger les genres, en fait. Il garde les deux extrêmes qui cohabitent ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Limite, il y a une séquence dédiée à l'un, une séquence dédiée ouais, à l'autre. c'est ça. C'est ça qui est très marrant. On commence à voir ce côté qu'il récupère d'ailleurs dans son film d'après, de deux films qui cohabitent ensemble. Ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est... du coup, il y a un concept particulier avec ce film qui est que Alain Chabat et Léa Drucker sont un couple qui achète une maison. Et dans cette maison, il y a une échelle. Et quand tu prends cette échelle, tu rajeunis de 3 jours. Mais tu perds 12 heures. C'est-à-dire que pour les gens extérieurs, il s'est passé 12 heures, toi t'as juste descendu une échelle, mais par contre tu as gagné 3 jours de vie, entre guillemets, en tout cas de jeunesse. Et il y a un autre couple, parce que pour moi c'est important d'en parler, parce que c'est ce qui m'a fait le plus rire du film, le couple de Benoît Magimel et Anaïs de Moustier, où, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais clairement, on a des grands débats sur la bite de Benoît Magimel. Exactement. Et je crois que franchement, c'est des séquences les plus drôles que j'ai vues ces dernières années, et donc une des séquences les plus drôles du cinéma de Dupieux. Ouais, voilà. Et généralement, quand vous parlez aux gens qui ont vu le film, c'est cette séquence qui revient, parce qu'elle est vraiment hilarante. Benoît Magimel, on voit qu'il maîtrise vraiment l'absurde, parce que du coup, Magimel, il le joue vraiment comme quelque chose où... Tu sens qu'en tant qu'acteur, il va chercher ses tripes comme si c'était quelque chose de giga sérieux pour pouvoir te provoquer le rire et que ce soit pas ni pas assez ni too much finalement. Ouais, complètement. Et évidemment, Anaïs de Moustier qui est toujours fantastique à chaque fois qu'elle apparaît chez Dupieux. C'est souvent des petites apparitions, mais elle est marquante à chaque fois. On la retient toujours. Et c'est vrai qu'elle a un timing comique que Dupieux sait très très bien utiliser. Ouais, c'est ça. Et puis Léa Drucker, Chabat... Voilà. Ça roule tout droit. Ça roule tout droit. J'ai un problème très fort avec ce film qui est que Dupieux ne sait pas quand l'arrêter. Ce film, soit s'arrête trop tôt, soit s'arrête trop tard. Donc j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Alors qu'en vrai, j'étais plutôt happé par ce que je voyais avant. Mais du coup, ça me laisse un goût amer à cause de cette fin. Mais maintenant, on va pouvoir passer à son film suivant, qui est Fumer fait tousser. Je t'avais dit de pas autant fumer, mec. Oui, désolé. Donc, Fumer se fait tousser, comment parler de ce truc-là ? Si on peut faire plus ou moins une transition avec ce qu'on vient de dire sur Incroyable mais vrai, on retrouve le côté de deux films qui cohabitent. C'est-à-dire que Fumer fait tousser prend d'un côté le genre de la petite histoire d'horreur qu'on se raconte au coin du feu. Et à côté, le genre du Super Sentai. Et c'est un genre japonais que l'on connaît à travers ses itérations américaines, c'est-à-dire Power Rangers. Voilà. C'est-à-dire une équipe de super-héros en costume qui forment une équipe, qui ont chacun un super pouvoir et qui vont combattre des créatures. Là, notre équipe de Power Rangers version Dupieux, ils ont tous un pouvoir en lien avec les molécules présentes dans la cigarette. Donc on a nicotine, et j'ai pas retenu les autres. Mais voilà, ils ont tous ce pouvoir-là, et au final, c'est un peu, si c'était ces autres Power Rangers, ce serait Power Rangers cigarette. Ouais, voilà, parce que c'est un groupe aussi qui font de la prévention contre la cigarette, contre le tabac. Mais c'est aussi, du coup, une nouvelle itération de Dupieux dans le film à sketch. Parce que, justement, ce groupe va se retrouver en vacances, forcés par leur patron, qui est une marionnette dégueulasse jouée par Alain Chabat, qui va les forcer à prendre des vacances. Et ils vont devoir se retrouver à passer du bon temps ensemble. Et ce bon temps, ils vont le passer en se racontant des histoires qui font peur. Et donc du coup, chaque histoire nous sera illustrée et sera une sorte de petit sketch. Ce qui nous fait forcément penser à Wrong Cops. Et à chaque fois, vous pouvez voir que les deux eras qu'on vous a parlé marche plus ou moins en miroir. Et comme Wrong Cops, c'est inégal. Il y a des moments moins réussis que d'autres, mais il y a aussi des sketchs vraiment hilarants à regarder. Ouais, et puis il y a des performances tellement drôles comme Blanche Gardin, Doria Tillier, qui sont... où là, on voit que Dupieux, depuis qu'il a commencé ses films de comédie avec Au Poste, maîtrise complètement le fait de prendre un acteur pour son potentiel comique, et d'arriver à en tirer tout ce qu'il a de comique, en
fait, et de le rendre vraiment drôle. Moi, c'est Doria Tillier qui m'a plié en deux, franchement. Et maintenant, il est peut-être temps de passer au dernier film de Quentin Dupieux, en tout cas le dernier film que nous, on a vu, parce que, on va aller voir Dali, qui s'appelle Yannick. Film que vous avez probablement vu, parce qu'il a eu un gros succès, qu'il est encore dispo sur les plateformes de streaming légales, Il vient d'arriver sur MyCanal, si jamais. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont découvert Dupieux avec Yannick. C'est possible, hein, c'est possible. Au vu du succès qu'il vient de faire, il y a moyen. Surtout qu'il... Et il n'y a pas de problème, vous avez de la chance, continuez à regarder ces films. Et puis en plus, il met en scène Raphaël Quénard, qui est la nouvelle coqueluche du moment, Pio Marmaille et Blanche Gardin, qui viennent peut-être rassurer un certain public qui veut voir des acteurs habitués aux comédies. Alors, Yannick, c'est un film qui pour nous du coup serait la fin de l'ERA. On espère avoir raison, mais on va l'analyser en tant que tel parce que Dali soit sorti ou non, moi, Yannick, dès que je l'ai vu, je l'ai pris de cette manière. Ouais, complètement. Comme j'ai pris Réalité à l'époque comme la fin de l'ERA. C'est simple. C'est peut-être même son film le plus simple, le plus épuré et le moins absurde, et vraiment le plus pure comédie. Il a réussi à enlever tout l'absurde pour ne garder la substantifique moelle de la comédie. il a supprimé tout le surréalisme. Il y a un peu d'absurde, mais en fait qui se résume juste à la situation initiale d'un mec qui interrompt une pièce de théâtre, mais il l'interrompt jusqu'au bout. Voilà. Ouais. C'est la seule situation absurde qui fait tout le film, mais on s'arrête là. Et il n'y a pas de surréalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses complètement étranges qui se passent. Où on pourrait se dire on est dans un univers différent. Factuellement, tout est plausible. C'est ça, exactement. Ça pourrait arriver demain dans n'importe quel théâtre, finalement. C'est juste que ce serait absurde qu'un mec aille aussi loin dans son délire. Donc pour vous dire ce qui se passe en 2 mots, c'est du coup un vaudeville qui est en train de se jouer. Et là, il y a Raphaël Quénard, du coup Yannick, qui se lève et qui dit « C'est de la merde, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» et donc il dit « Vous allez jouer ce que moi je veux que vous jouez. » Et avec ça, pour les convaincre quand même, parce que bon, au début, ils se foutent un peu de sa gueule, et il sort un petit flingue et il les prend en otage. On va suivre du coup cette prise d'otage où le preneur d'otage c'est le spectateur qui va prendre en otage le public et les comédiens, et c'est là que pour moi Dupieux atteint son paroxysme sur son questionnement spectateur, œuvre, créateur dont je vous ai maintes fois parlé au cours de cette rubrique, parce que Dupieux, et en plus je reprends un peu ce qu'il dit en interview, il dit souvent que d'une certaine manière, aller au cinéma, aller assister à une œuvre de spectacle vivant ou de spectacle, c'est une prise d'otage, parce que une fois que t'es dans la salle, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, tu restes dans la salle. Donc du coup, avec ce scénario-là, il inverse finalement, c'est le spectateur qui d'un coup vient dire « Attends, tu me prends en otage avec une œuvre de merde, attends, c'est moi qui va te prendre en otage. » Et je pense par exemple à cette réplique au bout d'un moment où les comédiens se défendent en disant « Mais attends, nous on fait de l'art. » Et lui il dit « Mais qu'est-ce que je m'en fous de voir de l'art ? Moi, je suis venu pour me divertir. » C'est pas la réplique exacte, et puis c'est dit par Raphaël Quénard, donc c'est beaucoup plus drôle. Mais c'est clairement à peu près ça. Hein. Et c'est clairement le propos du film. Et déjà, pour Dupieux, c'est un film qui surprend, parce que déjà, comme on a dit, plus de surréalisme, moins d'absurde et que de la comédie. Un scénario totalement épuré, et surtout, un propos clair. Et jusque-là, Dupieux a toujours plus ou moins distillé des propos dans ses films, mais c'était pas prépondérant, il cherche pas non plus à surintellectualiser son cinéma, alors que là, il surintellectualise pas non plus, mais il ajoute un propos, c'est limite un pamphlet en fait, un essai, ce film, où il dit ce qu'il pense de l'état de l'industrie du spectacle actuellement. Après, en fait, tout ça va nous amener forcément à la suite, à Dali, que là, on n'a pas vu. Mais du coup, vous êtes quand même venus ici pour qu'on vous révèle notre top 5. Peut-être que vous avez un peu deviné, mais on va vous les dire quand même. Donc du coup, c'est nos top 5 personnels à chacun, parce que ils étaient beaucoup trop différents pour réussir à faire un top commun entre Maxime et moi. Il y aurait eu forcément des déçus. Maxime va vous révéler son top 5, et je le ferai aussi également juste après. Alors, je vais commencer du coup par mon top 5, qui est Yannick, on vient d'en parler. Top 4, j'ai mis Rubber, ma découverte de Dupieux qui reste encore solidement dans le top 4. En 3, Réalité, comme je l'ai dit, un des sommets de la carrière de Dupieux. En 2, Mandibule, parce que c'est beaucoup trop drôle et extrêmement réussi en tout point, selon moi. Et mon top 1, c'est Au Poste, qui est carrément un de mes films de chevet, et qui est le film de Dupieux que j'apprécie le plus revoir. Ce film est devenu confortable pour moi, quoi. Je suis sûr de me marrer à chaque fois, et c'est le genre de film où les blagues refonctionnent sur moi de la même manière qu'elles ont fonctionné sur moi la première fois. Moi, on va commencer avec le top 4, et vous allez vite comprendre pourquoi.
Donc du coup, mon quatrième, c'est Fumer fait tousser. Malgré ces inégalités, j'ai passé un trop beau moment pour ignorer ça. Mon troisième, c'est Le Dain, parce que Dupieux, qui vient me titiller ma corde sensible de l'horreur, je ne peux pas l'ignorer, bien évidemment. En deuxième, nous avons Rubber, parce que la découverte, ça m'a marqué, et ça reste un des films les plus importants de ma vie, je pense, en tant que découverte cinéphile. Et en fait, en première place, je ne peux pas séparer Réalité et Yannick, parce que pour moi, ils ont tous les deux la même puissance et la même fonction en étant totalement différents. Comme on vous l'a dit, c'est le paroxysme des deux éras que l'on voit pour nous, en tout cas chez Dupieux. Donc l'absurde pour Réalité et la comédie pour Yannick. Et j'étais obligé de les mettre sur un même point d'égalité, parce que par exemple, Réalité... Je vais pas le mater tous les jours, mais par contre, quand je le mate, je suis vraiment absorbé par ce qu'il me raconte. Et Yannick, je pense que ça va devenir un de mes films cultes que je pourrais regarder tous les ans et le montrer à n'importe qui pour qu'on passe juste un bon moment à se marrer. Mais maintenant, Maxime, on va peut-être revenir sur Dali et demander à nos nous du futur si finalement, avec toutes ces théories, on avait raison ou tort. Alors, les Max et Ben du futur, on avait raison ? Eh bien, oui. Mais non. Je sais pas, peut-être. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Et donc, avant de finir notre petite émission, nous allons vous faire quelques petites recommandations pour nous attendre jusqu'au prochain épisode. Je crois que aujourd'hui, les recommandations sont spéciales YouTube. On a que du YouTube. Que du YouTube. Donc moi, en premier temps, j'aimerais vous conseiller une chaîne, et surtout la dernière vidéo de cette chaîne. C'est une chaîne qui s'appelle What a Fail, qui est, il y en a beaucoup en ce moment, mais une chaîne de narration sur le jeu vidéo. Donc la vidéo s'appelle « Le jeu que vous ne comprendrez jamais ». Donc c'est une vidéo d'1 heure où What a Fail du coup va revenir longuement sur un jeu vidéo, nous expliquer tout ce qui s'y passe, et en fait c'est plus une vidéo qui va être sur son ressenti en jouant au jeu et sa manière de le découvrir au fur et à mesure qu'il avance dedans. Donc je vous laisse la surprise de quel est ce jeu, et voilà, je vous conseille la chaîne What a Fail et surtout sa dernière vidéo, le jeu que vous ne comprendrez jamais. Ok Benjamin, et bien moi je vais vous recommander une émission sur la chaîne YouTube d'Arte qui s'appelle Les idées larges. C'est une émission qui à chaque fois va prendre un sujet plus ou moins de société et qui va essayer de dézoomer dessus et de traiter le sujet véritablement. Par exemple, on va parler de l'impact et de l'importance que peut avoir le fait de dire « je t'aime » au fur et à mesure d'une relation, de ce que ça veut dire dans la société humaine, d'où ça vient, quelles sont les autres manières de nous exprimer. D'autres émissions, on va réfléchir par exemple à quelles conséquences ça aurait réellement si on avait un salaire universel. Et à chaque fois, l'émission porte vraiment bien son nom parce que ça élargit vraiment la pensée d'une certaine manière. Dire que peu importe le sujet, ça va toujours être traité d'un point de vue très platonique, très théorique, qui va nous permettre toujours vraiment d'élargir notre avis, notre état d'esprit, nos pensées vis-à-vis de ce sujet-là. Et moi, actuellement, c'est une des émissions que je préfère et je me jette sur chaque épisode qui sort. Parce que à chaque fois, ça pose des vraies questions. À chaque fois, on va interviewer un chercheur ou une chercheuse de ce domaine-là qui va apporter des précisions vraiment intellectuelles sur le sujet. Et c'est quelque chose qui est jamais démago, qui est non plus jamais orienté politiquement. C'est vraiment de la pure réflexion. On élargit notre état d'esprit grâce à ce genre d'émission. Gros banger d'Arte qui est là depuis quelques années. Donc je vous conseille vivement Les idées larges. Et en plus, le générique de cette émission, c'est du Vitalik. Le petit bonus. Le petit bonus qui fait plaisir. Et du coup, je vais vous faire une dernière petite reco avant qu'on se quitte. Toujours dans le jeu vidéo, je vous conseille la chaîne d'Arcade, qui a une émission qui s'appelle Script, dont le dernier épisode est sorti. C'est un épisode sur Céleste, en 2 parties, 1 heure chacune, donc une grosse émission de 2 heures sur Céleste. Et lui, son concept, c'est que déjà c'est rempli d'humour, c'est hyper drôle je trouve. Et en plus de ça, en fait, il va parler de la narration d'un jeu, mais pour pouvoir faire des parallèles sociologiques
et politique. Et en fait, il a un humour qui me fait beaucoup rire et une approche hyper intéressante. Et donc du coup, il nous parle ici de CLS, donc forcément de dépression. Et c'est moi un jeu qui m'a beaucoup touché. Et son analyse, je la trouve hyper intéressante. Il a fait aussi des jeux comme Undertale. Et donc, je vous conseille vraiment cette chaîne, si vous aimez les vidéos longues qui vous parlent longuement d'un jeu. Bah voilà, arcade et évidemment What a Fail. Et ça y est, Maxime, on a fait le tour de nos rubriques. On arrive enfin à la fin de cet épisode. Et on est un peu triste de vous quitter, mais il faut quand même vous quitter. On reviendra très vite avec l'épisode 7, ne vous inquiétez pas. C'est l'heure de dire au revoir, Maxime. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de sous-culture. Bye. Si tu ne faisais plutôt un beau sourire en guise d'adieu. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Au revoir, président. Et ben voilà. Le montage est fini. Ouais, c'était une bonne émission. Ouais, non, franchement, c'était cool. Bon, on va voir Dali, du coup. Ah ouais, carrément. Allez, let's go. Et à nouveau, Maxime est parti. Actuellement, je parle à Maxime du montage. Alors, tu es prêt à aller voir Dali? Je sais que c'est toi qui vas monter le jeu, parce que moi, je monte tout le reste. Et après, on va regarder The Voice. The Voice dont on parle juste après. Et oui, je spoil directement. Parce que vous, les spectateurs, vous ne le savez pas encore.